Donc, bonjour à tous. Merci beaucoup de m'accueillir à Arzan pour vous présenter le tardigrade. Donc, je suis le docteur Myriam Richaud. Oui, c'est bon? Ok. D'accord. Et donc, je suis chercheuse au CNRS, donc à l'IBMM, l'Institut des biomolécules Max Montsorant. Donc, c'est un institut de chimie qui travaille au développement de nouvelles molécules. Et puis, j'ai ma partie enseignement à la faculté de pharmacie de Montpellier. Donc, je suis à la fois enseignante et chercheuse, et pour à peu près la moitié de mon temps. Et donc l'organisme un petit peu exceptionnel sur lequel je travaille, c'est le tardigrade, le champion des extrémophiles. Donc je vais essayer de vous le présenter, vous faire un petit peu la carte d'identité du tardigrade aujourd'hui, vous présenter un petit peu ses super pouvoirs, on va dire. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez tout à fait lever la main et le couper en plein milieu de la présentation. Au contraire, je préfère ça, c'est plus interactif et ça évite d'oublier ces questions avant la fin. Donc vraiment, n'hésitez pas, tout au long de ma présentation, s'il y a quoi que ce soit qui vous pose question, à prendre la parole. Donc voilà, l'histoire des tardigrades, quand est-ce qu'elle a commencé? C'est finalement une histoire qui a débuté il y a vraiment très longtemps, 250 ans, donc ça fait quand même un bon moment qu'on travaille sur les tardigrades, et en tout cas qu'il a été découvert. Et il a été découvert en fait en Allemagne, par un pasteur, qu'il a appelé le petit ours d'eau, simplement parce qu'il est dans l'eau, et de loin, on va dire, il ressemble à un petit ourson. Quelques années plus tard, en 1777, à Modène, en Italie, le pasteur Lazzaro Spallanzani l'a décrit de façon un peu plus précise, en fait, et a décrit son anatomie, et lui a donné le nom de tardigrade, donc tardi qui veut dire lent, et grade le marcheur, donc pour marcheur lent, parce que c'est vrai que c'est un petit organisme microscopique qui va se déplacer, et vous allez voir un petit peu plus tard dans ma présentation, il a des mouvements assez lents, assez modérés, il se déplace calmement, on va dire. Donc, l'apparition des tardigrades sur Terre, on me demande souvent depuis quand il est là. Et en fait, il est là depuis l'époque de l'explosion cambrienne. Donc en fait, l'explosion cambrienne, c'était il y a moins 550 millions d'années. Et donc le tardigrade est vraiment arrivé à cette période-là. Avant le cambrien, les organismes avaient tous une symétrie radiale. Ils étaient tous un petit peu comme les éponges. Et après le cambrien est apparue la symétrie bilatérale, où tous les organismes avec une symétrie bilatérale ont pu apparaître. Le tardigrade, lui, est apparu vraiment entre les deux au moment de l'explosion cambrienne. Et donc du coup, ça veut quand même dire que cet organisme-là était déjà présent il y a 550 millions d'années. Donc le cambrien, c'est vraiment une période qui a été très faste en fait, où il y a eu vraiment une explosion. Et du coup, c'était vraiment une explosion avec des milliers ou des millions d'espèces qui ont pu apparaître. Et c'était une explosion qui était plutôt aquatique, donc entre 550 et 500 millions d'années. Et on a vu apparaître un certain nombre d'espèces aquatiques. Et quand on parle d'explosion, c'est véritablement ça. Il y avait très peu d'espèces avant et énormément après. Donc il a profité, le tardigrade, finalement, de cette explosion pour apparaître. Et le fait qu'il soit là il y a 550 millions d'années, ce qui représente à peu près cette époque-là, l'explosion cambrienne, ça suppose donc qu'il ait survécu à 5 extinctions massives d'espèces. Donc il y a eu 5 extinctions jusqu'à présent, on est en plein dans la 6e. Du coup, le tardigrade était là lors des 5 extinctions précédentes, y compris l'extinction des dinosaures. Donc lui était là, le dinosaure a disparu, mais le tardigrade est resté. Donc c'est assez important de se dire et de prendre conscience qu'en fait c'est vraiment un prototype historien, on va dire. C'est vraiment un organisme qui était là il y a vraiment très très longtemps. Et du coup, il a vécu à des moments où certains autres organismes et certaines autres espèces existaient. Les autres espèces ont disparu, mais lui, il est toujours là. Donc il est quelque part un petit peu aussi le témoin de notre passé et du passé de la Terre. Donc comment est-ce qu'on sait qu'il était là à cette époque-là? Il a été observé dans un certain nombre de morceaux d'ambre dans différentes zones sur la planète. Donc en République dominicaine, donc ce morceau a été daté du Miocène, environ 16 millions d'années. En Sibérie, le Cambrien moyen, et au Canada et aux États-Unis sur du Crétacé supérieur. Et donc en fait, en observant des petits bouts d'ambre, on arrive à retrouver des tardigrades qui ont exactement la même morphologie, le même aspect qu'actuellement en fait. Donc ils n'ont pas beaucoup évolué d'un point de vue morphologie, ce sont les mêmes tardigrades et on peut très bien les reconnaître. Alors, où est-ce qu'on les retrouve? Est-ce que vous avez une idée un petit peu d'où on peut retrouver les tardigrades? Est-ce que vous avez déjà lu des choses ou vu des choses là-dessus? Pardon? Dans les grottes, oui, on peut retrouver les tardigrades dans les grottes sans souci. Partout, c'est une bonne réponse aussi. En fait, il est vraiment retrouvé partout.
Alors on le retrouve au niveau des sommets. Donc les grands sommets, la neige, le froid, les glaces, ça lui fait absolument pas peur. Donc on le retrouve vraiment au niveau des sommets de l'Himalaya, mais tous les autres sommets sur Terre, systématiquement, il est là, présent partout, et dès qu'on le cherche, on le trouve. Au fond des océans, jusqu'à 4000 mètres de profondeur, on retrouve très facilement des tardigrades. Donc en fait, voilà, il est vraiment là, voilà, en profondeur, partout, en grande quantité. Et donc en fait, c'est forcément, il va être plus difficile à trouver au fond des océans qu'au sommet de l'Himalaya peut-être, parce qu'il va falloir plonger et mettre en place des systèmes pour arriver à le retrouver. Mais on peut tout à fait le retrouver au niveau des fonds marins, y compris à des pressions et du coup des profondeurs très très importantes. On le retrouve aussi dans la glace des pôles. Donc il est coincé dans des glaces à moins 80 degrés Celsius. Et ça ne lui pose absolument aucun problème. Le tardigrade est retrouvé. Il suffit de le remettre dans des conditions normales. Et comme on va le voir tout à l'heure, il va se réactiver et il sera vraiment vivant. Donc il est retrouvé dans la glace des pôles. On le retrouve à l'équateur, sans aucun problème également. Et dans les volcans. Donc quand je dis dans les volcans, on le retrouve dans la lave également. On le retrouve vraiment dans les cratères, on le retrouve réellement dans les volcans. Pas simplement dans des morceaux de lave qui dateraient d'il y a très longtemps et dans lesquels on pourrait rechercher des tardigrades, mais il est vraiment présent dans les volcans, y compris dans le cratère. Et donc en fait, ce que je vous dis finalement, c'est que le tardigrade, il est présent à la fois au niveau des pôles, de l'équateur, un peu dans toutes les conditions géographiques et climatiques, ce qui fait qu'il est vraiment ce qu'on appelle cosmopolite, il est présent partout. Il y a actuellement 1500 espèces décrites de tardigrades. Donc c'est un descriptif, en fait, vous voyez, qui date de 2024. Quand je faisais la même présentation il y a 2 ans, c'était un descriptif qui était à 1400, et puis 2 ans avant, c'était peut-être 1200, et puis ainsi de suite. On estime qu'il y a au moins le double à découvrir. D'accord ? Donc 1500 espèces. Quand on parle de tardigrade, on a l'impression qu'on parle d'un organisme unique, mais pas du tout en fait. Il y a 1500 espèces actuellement décrites, il doit y en avoir probablement plutôt dans les 3000 à 4000, mais finalement ce sont tous des tardigrades, mais avec des sous-familles, on va dire, de tardigrades. Alors parmi les 1500 espèces, la grande majorité, ça va être des espèces qui vont être terrestres, qui ont été décrites. Alors pourquoi ? Parce qu'elles sont plus faciles à découvrir. C'est beaucoup plus simple d'aller chercher un échantillon de sol, même si c'est au sommet de l'Himalaya ou à l'équateur, enfin voilà, dans des zones un petit peu compliquées, c'est beaucoup plus facile que d'aller au fond des océans. Donc actuellement, sur les 1500 espèces, il doit y avoir 200, 300 espèces aquatiques, le reste terrestre, et puis les gens petit à petit vont en avoir de plus en plus à découvrir. Il y a énormément de laboratoires dans le monde, enfin, on va le voir plus tard, il n'y en a pas tant que ça, mais la grosse majorité des laboratoires qui travaillent sur le tardigrade travaillent plutôt à de la taxonomie, donnent des nouveaux noms et décrivent des nouvelles espèces. Et donc on pense vraiment que dans les années futures, en fait, ça va être un petit peu exponentiel et on va arriver très vite à découvrir toutes ces espèces de tardigrades décrites. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on a des espèces un petit peu particulières, notamment une espèce qui a été découverte au large des îles Féroé et qui est très sympa, qui s'appelle Thanarctus bubulubus. Alors, vous voyez, d'un point de vue morphologie, je pense que c'est quand même le tardigrade le plus joli que j'ai jamais vu. Donc il a toutes les caractéristiques du tardigrade, mais il a des petites choses en plus. Donc on voit ici, on voit ici sa tête en fait. On voit ici ses 4 paires de pattes, mais ce qu'il a et qui est de très intéressant, ça va être les petits ballonnets qu'on voit derrière son corps. Donc lui en fait c'est une espèce qui est aquatique. Et il a développé ça pour pouvoir se déplacer. Donc en fait ces petits ballonnets, ça va faire des petits coussins d'air qui lui permet de flotter au niveau des fonds marins. Et donc il a su s'adapter et il a su développer une anatomie un petit peu particulière. Donc lui, il a vraiment des ballons qui vont être adhésifs et gonflables. Alors adhésifs, pourquoi ? Parce que ça va lui permettre de s'accrocher au niveau des fonds marins. Et donc du coup, il va s'accrocher et se gonfler, dégonfler pour pouvoir avancer plus vite. Donc celui-ci, c'est vraiment... voilà. Moi, je le trouve très beau. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vraiment le tardigrade de référence qui est vraiment très joli. La taille ? Alors, on va le voir tout à l'heure, mais les tardigrades, ils font entre 0,5 et 1 mm. Donc, en fait, c'est pour ça que c'est d'autant plus compliqué d'aller chercher dans les fonds marins. Parce qu'il faut arriver à descendre dans ce cas-là. Pour Thanarctus, il a été décrit à 200 mètres de profondeur. Donc, ça veut dire que des plongeurs sont allés à 200 mètres de profondeur, ont récupéré des échantillons, et puis ensuite ont dû récupérer des petits individus tardigrades de 0,5 mm dans leurs échantillons prélevés. D'où la difficulté finalement d'identifier les nouvelles espèces chez les tardigrades marins.
Mais leur habitat de prédilection, hormis les tardigrades qui sont au fond des océans, ben, ça va être les mousses et les lichens. Donc finalement, c'est quelque chose qu'on voit tous les jours, qu'on a tous dans nos jardins, dans les parcs autour de nous. Et donc en fait, ben, ici, sur ces mousses, vous pouvez voir, vous pouvez pas les voir justement parce qu'ils sont microscopiques, mais il y a des milliers de tardigrades. Donc systématiquement, on vit au milieu des tardigrades, ils vivent avec nous, et donc c'est quelque chose qui est vraiment important à savoir, c'est que c'est pas quelque chose d'extraordinaire en fait. Le tardigrade, c'est pas quelque chose qui va être très difficile à trouver, il y en a vraiment partout, et donc il y en a forcément autour de nous. Alors, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'études qui ont permis de travailler là-dessus, sur le côté individuel ou colonie. En fait, les tardigrades, ils peuvent très bien, comme moi je les ai dans mes boîtes de culture au laboratoire, ils peuvent très bien vivre isolément, ça ne leur pose pas de problème. Et en même temps, ils peuvent aussi vivre en communauté sans souci non plus. La plupart des tardigrades, par exemple, sont hermaphrodites. Enfin, sont parthénogénétiques, donc c'est-à-dire qu'ils se débrouillent tout seuls en fait. Mais certains tardigrades, par exemple, ont une reproduction sexuée, et eux, par contre, ils ont une parade de reproduction. Donc là, ils ont tout un système et tout un mode de reproduction. Avant l'accouplement, il faut 15 à 20 minutes, avec toute une mécanique qui se met en place. Donc ça veut quand même dire qu'ils interagissent entre eux et les choses se font, mais ce n'est pas tous. Et ils peuvent tout à fait vivre de façon isolée sans aucun problème. Donc là, c'est une image de tardigrade qui est beaucoup plus commune, on va dire, que l'image de tardigrade que je vous ai fait voir avec Thanarctus, qui est au fond des océans. Là, c'est vraiment le tardigrade de référence qu'on retrouve dans les algues un petit peu partout. Mais du coup, cette grande diversité, ce grand nombre d'espèces, 1500, mais probablement beaucoup plus, 3000, 4000, on ne sait pas exactement, ça engendre du coup une diversité morphologique. Ils ont pu s'adapter en fonction de là où ils vivaient, leur lieu, mais également la zone géographique, la profondeur, leur habitat, leurs besoins en fait particuliers. Ils ont pu développer tout un tas de mécanismes et de choses. Donc celui-ci, par exemple, c'est le Bubulubus dont je vous parlais, avec ses petits coussins d'air, mais il est vu par en dessous. On a certains tardigrades qui vont être beaucoup plus dodus, on va dire, beaucoup plus épais, et avec des petits fils comme ça. On va en avoir du coup qui n'auront pas tous ces petits fils, parce qu'ils n'en ont pas spécialement besoin. Et puis on va en avoir avec du coup l'arrière-train beaucoup plus fin, d'autres qui ressemblent un peu plus à des tamanoirs, avec du coup une tête très allongée. Donc vraiment, il y a des différences morphologiques, et c'est ces différences morphologiques, ce sont elles en fait qui vont nous permettre de donner le nom. Donc moi, je ne suis pas du tout taxonomiste. Il y a vraiment des personnes qui sont spécialisées pour donner les noms aux différents tardigrades dans un échantillon de sol. Et ces personnes-là, en fait, vont vraiment se baser sur la présence ou l'absence de ces petits filaments, le nombre de griffes aussi, parce que vous pouvez voir, alors on le voit très bien ici, hop là, juste là. Vous voyez que les tardigrades, en fait, ils ont des petites griffes, qui sont vraiment des griffes comme nous, nos ongles, en fait, qui vont leur permettre d'accrocher les algues ou de se déplacer plus facilement. Et donc, en fonction du nombre de ces griffes, de la forme de ces griffes, de la dimension, si elles sont plus ou moins longues ou pas, les taxonomistes vont pouvoir donner le nom à l'espèce de tardigrade en question. Oui. Qu'est-ce qui permet de classer un organisme tardigrade? À quoi vous... C'est pas Oui. de pattes, c'est quoi? Alors, le tardigrade, il faut savoir qu'il est vraiment à part. Il ne fait pas partie de tous les autres rennes, de tous les autres clades. En fait, c'est vraiment un clade qui est complètement à part. Et donc, pour pouvoir lui donner le nom de tardigrade, ça va être vraiment sur des critères morphologiques. Et donc, la caractéristique principale d'un tardigrade, on va le voir tout à l'heure, mais c'est une tête, un corps avec 4 segments corporels, donc les pattes à chaque fois, et les griffes au bout. Et donc, en fait, cette morphologie générale qu'aucun autre organisme a, en fait, lui permet vraiment d'avoir le nom de tardigrade. Et puis après, des critères beaucoup plus précis, comme justement les griffes, ce genre de choses, vont lui permettre de travailler au niveau de l'espèce. Le genre tardigrade, et puis ensuite, on travaille au niveau des espèces pour lui donner son petit nom réel. Donc justement, d'un point de vue morphologie, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ils sont vraiment tout petits. C'est vraiment des organismes microscopiques qui font partie de la méiofaune. Donc je sais que beaucoup d'entre vous connaissent bien tout ce qui est sol, mais du coup la méiofaune, ça va être vraiment tous les organismes microscopiques qu'on va pouvoir observer, pas à l'œil nu, mais justement au microscope, qui font un peu moins d'1 millimètre, tout ce qui est en dessous d'1 millimètre, mais qui est pluricellulaire, et qui va permettre justement de travailler le sol. Donc ça fait partie, le tardigrade, le rotifère, le nématode, de cette méiofaune, de ce qu'on peut retrouver dans un sédiment de sol, dans un échantillon de sol. Et donc en fait, le tardigrade, il va être de petite taille, donc c'est 500
micromètres pour certaines espèces. Donc moi, au laboratoire, j'ai 2 espèces. C'est pour ça que je vais vous parler souvent d'Ipsibus exemplaris ou de Rhamazotus variornatus, qui sont 2 espèces sur lesquelles je travaille et que j'ai en élevage permanent au laboratoire. Et donc, en fait, la première fait plutôt 1/2 millimètre. Et puis, par contre, la seconde est un peu plus grosse, elle fait 1 millimètre. Et elles ont toutes les 2 des caractéristiques très différentes. On va le voir, elles ne supportent pas forcément les mêmes stress et leur comportement est assez différent aussi et leur morphologie l'est également. Et donc du coup, leur taille l'est aussi. Donc Ipsibus plus petite, Rhamazotus un peu plus grosse. Par contre, la caractéristique aussi des tardigrades, c'est la transparence. Donc en fait, c'est un gros avantage pour nous en laboratoire. Du coup, on va pouvoir les voir à travers les organismes et du coup, on va pouvoir observer tout ce qui est tube digestif, appareil buccal, là c'est l'estomac. Ici, ce sont les œufs en fait qu'on peut voir, donc on peut distinguer les ovules. On peut vraiment arriver à voir l'intérieur de l'organisme et du coup voir s'il est en bonne santé, s'il mange bien, s'il ne mange pas, voilà un petit peu tout ce qui se passe, et sans avoir besoin de faire des découpes, sans le tuer, sans faire quoi que ce soit. On observe directement le tardigrade à l'œil nu et on va voir l'intérieur du tardigrade. Donc ici à droite, vous voyez des mues en fait. Donc c'est l'espèce Ipsibus, quand elle fait une mue vraiment comme un serpent, en fait elle va abandonner sa peau, et donc là c'est la peau du tardigrade, mais le tardigrade est parti depuis bien longtemps, et on voit 3 œufs à l'intérieur. Donc d'un point de vue génétique et reproduction, on arrive vraiment à voir les différents cycles de développement et on peut arriver à voir un mini tardigrade se développer à l'intérieur des œufs. Donc ça se voit très bien avec un microscope tout simplement. Donc ils ont forcément une tête et donc comme je vous disais tout à l'heure, 4 segments corporels. Alors ce qu'on appelle segments corporels, ça va être vraiment ici. Une première paire de pattes, celle de devant, qui lui sert vraiment à avancer et à s'agripper. Une deuxième paire de pattes, une troisième, et la dernière en fait, qui elle est plutôt à l'arrière du tardigrade et qui traîne. Donc elle traîne derrière, elle n'est pas vraiment très utile pour ses déplacements, on va dire. Et donc du coup, il a vraiment ces 4 segments corporels avec un système musculaire, un système nerveux, des griffes, des pattes. Et du coup, également tout ce qui est ganglions et musculature. Et les embryons, donc ce que vous voyez ici, en fait, eux sont beaucoup plus petits, ils font 60 micromètres. Et donc voilà, ce sont des choses qu'on observe aussi sous le microscope. Alors on l'a vu, le tardigrade, il est vraiment tout petit, donc 0,5 mm à 1 mm. Mais par contre, il est présent, on le voit partout sur la planète, on en a parlé. Il est présent dans des endroits où c'était peu probable de le retrouver, au niveau des pôles, il est présent dans les sommets de l'Himalaya, il est présent dans les océans. Et on pourrait se poser la question, comment est-ce qu'il se disperse, comment est-ce qu'il a fait pour coloniser finalement toute la Terre? Est-ce que vous avez des idées peut-être, ou des hypothèses là-dessus? Le vent, oui. Les courants marins. Ouais. Alors principalement effectivement le vent, les courants marins. En fait le tardigrade lorsqu'il est déshydraté, parce que moi toutes les images que je vous ai fait voir de tardigrade jusqu'à présent sont des tardigrades dans de l'eau. Même les terrestres en fait, ils sont dans de l'eau pour être dans cet état actif. Donc les tardigrades dans de l'eau, évidemment le vent c'est peu probable, mais quand il va se déshydrater, il va être du coup tout petit, très léger, et avec le vent il peut se disperser très facilement. Il y a effectivement les courants marins pour tout ce qui est tardigrade aquatique, donc eux ils vont suivre, et notamment le Gulf Stream, on a vu qu'ils arrivaient vraiment à suivre ce courant-là. Mais il y a également d'autres possibilités. Donc des chercheurs se sont amusés à comparer la vitesse de l'escargot et la vitesse du tardigrade. Donc du coup, proportionnellement, on est en temps réel en fait. Donc l'escargot c'est du 25 mètres par heure et le tardigrade c'est du 23 mm par heure. Donc bon, forcément, on se dit que ce n'est pas avec 23 mm par heure que ça va être très très rapide, et il va avoir un peu de mal. Mais du coup, il va se servir justement de l'escargot. Donc cette étude-là a permis de montrer que des tardigrades s'accrochent à la coquille de l'escargot ou sur son corps. Et donc en fait, quand l'escargot se déplace, le tardigrade se déplace aussi. Voilà. Il a trouvé des moyens quand même un petit peu plus rapides aussi. Les oiseaux. Voilà, les oiseaux migrateurs. Une équipe s'est amusée à comparer le trajet des oies de Magellan en Patagonie avec la dispersion des tardigrades. Et effectivement, en fait, les oiseaux arrivent à balader les tardigrades comme ça. Donc quand ils sont déshydratés, les petits tardigrades vont s'accrocher entre les plumes.
Ou alors ils vont s'accrocher au niveau des petites griffes des oiseaux. Les oiseaux vont se déplacer du point A au point B, et quand ils vont se reposer au sol, forcément ils vont laisser les tardigrades sur place. Donc ils auront comme ça gagné quelques kilomètres, on va dire, et ainsi de suite. Donc avec les oies de Magellan qui se déplacent vraiment énormément, du coup les tardigrades se sont déplacés aussi en même temps. Petite anecdote aussi. Oui, pardon. La répartition des espèces, elle est homogène finalement sur toute la surface? Oui. En fait, au fil du temps, ça s'est vraiment brassé. Et via des différents moyens qu'ils ont pu avoir, c'est vrai qu'il y a vraiment des espèces qui ont été décrites partout. Alors certaines, d'autres beaucoup moins, et donc vont être retrouvées à un endroit bien précis. Alors ça, c'est peut-être par rapport à leur capacité de résistance qui va être différente. Mais globalement, les tardigrades, voilà, il y a toutes les espèces un petit peu partout, parce que au fil des 550 millions d'années, ils ont pu se servir de tous les moyens qu'ils ont trouvés pour se disperser un petit peu dans tous les sens. Donc les oiseaux, c'est vraiment quelque chose, voilà, un des éléments très importants. Donc on a dit le vent, les courants marins, il peut y avoir plus ponctuellement les escargots pour des petites distances, on va dire, les oiseaux pour des plus longues distances. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ce n'est pas uniquement les tardigrades déshydratés qui sont dans les petites pattes des oiseaux ou dans les plumes, mais on en a retrouvé également dans leur tube digestif. En fait, les oiseaux, en allant piocher les petits bouts de mousse et de lichen, vu que dès qu'il y a du verre, finalement, dès qu'il y a des algues, dès qu'il y a des mousses, il y a du tardigrade, finalement, les oiseaux se nourrissent de tardigrades indirectement. En piochant et en mangeant les mousses, les herbes, ensuite, ils vont le digérer. Donc, ça va passer tout le tube digestif, avec les sucs gastriques, ce genre de choses, mais le tardigrade, ça ne le gêne pas plus que ça, finalement. Et puis, ça ressort tout naturellement avec les crottes des oiseaux. Et donc, du coup, les tardigrades sont un petit peu plus loin. Et ils se déplacent comme ça aussi. Donc, ce n'est pas simplement les plumes et un déplacement via les pattes, par exemple. Ils résistent et leur capacité de résistance leur a permis de se disperser encore plus, finalement. Voilà. Donc, ça veut dire que les tardigrades résistent à tout ce qui est système digestif des oiseaux, mais de tous les autres organismes aussi. Donc, on peut supposer que les dinosaures herbivores mangeaient des tardigrades à l'époque et les ont comme ça dispersés un petit peu partout. Donc, à quoi est-ce que les tardigrades résistent? Donc là, ce sont deux tardigrades. Alors, quand je vous disais marcheurs lents, vous en avez parfaitement l'illustration ici. C'est une petite vidéo que j'ai tournée au laboratoire il y a quelques jours. Et donc, vous voyez, ils se déplacent quand même pas très, très vite. Donc, sur cette image, vous en avez deux de tardigrades. Un ici, qui est un peu plus clair. Un ici, qui est plus foncé. Et donc, voilà, vous voyez leur tête, les quatre paires de pattes, et donc ils se déplacent comme ça au milieu d'algues en fait, dans lesquelles ils se nourrissent. Un est plus clair, l'autre est plus foncé. Celui qui est plus foncé, c'est parce qu'il est plus âgé, tout simplement. Et ils sont plus clairs, on va dire, au moment de l'éclosion, et ensuite ils foncent un petit peu avec le temps. Et donc, en fait, ils peuvent comme ça rester à se déplacer, mais très très lentement. Alors, parfois, ils mettent plusieurs heures pour faire 1 centimètre sur une boîte. Voilà. Marcheur lent. Pardon ? Oui, et par contre, quand on veut vraiment faire des images en microscopie, par exemple, et qu'on veut être très précis, là, par contre, ils ont peur de la lumière et ils partent très vite. Donc, ils bougent trop. Donc, ça peut être... ils font jamais ce qu'on pense qu'ils vont faire, en fait. Donc, les formes de résistance des tardigrades, est-ce que vous avez déjà lu des choses? Est-ce que vous savez un petit peu à quoi ils peuvent résister? À tout? Oui, ouais. Au froid, au chaud. Oui. Ils sont vivants, mais ils sont déshydratés. On va le voir tout à l'heure. En fait, on va le voir maintenant d'ailleurs. L'état actif du tardigrade, c'est l'état hydraté. Je me balade dans mes algues, dans mes mousses, voilà. Quand il est en contact avec de l'eau, il est bien gonflé. Il est actif, ce qu'on appelle vraiment un tardigrade actif, et il va se déplacer, il va pouvoir bouger. Sans aucun souci, il va se nourrir, donc il va manger les algues, il va se reproduire, enfin, c'est son état actif. Dans cet état actif-là, il est beaucoup plus résistant que la plupart des espèces terrestres. Mais il n'est pas aussi résistant que ce pourquoi il est connu en fait actuellement. Parce qu'en fait, tout ce qu'on étudie en termes de résistance extrême, ce n'est pas dans un état actif, c'est dans un état d'anhydrobiote de Thune. Donc c'est l'état qu'on appelle la cryptobiose. Donc, dans cet état de cryptobiose, le tardigrade va pouvoir accéder à cet état de différentes façons. Donc, si on le met dans le froid, mais dans le froid, quand je dis le froid, ça va être moins 80, des supercongélateurs, ou alors dans l'azote liquide, par exemple, lui, ça va lui poser aucun problème. Il se met en cryptobiose et il rentre dans un état qu'on appelle l'état Thune. Alors, Thune, c'est petit tonneau en anglais. Et donc, en fait, il va devenir, il est plus, tout ça, c'est le tardigrade en fait en anti-actif et on voit bien, il se compacte et il devient ce tout petit
tardigrade un peu rabougri en fait. Il rentre ses pattes, il rentre sa tête, et puis il attend des jours meilleurs finalement. Donc dans cet état de thune, dû à la cryobiose, il peut tenir très très longtemps. Je vais vous donner des exemples, mais ça peut être des années en fait, hein. Ça peut être vraiment très longtemps. Et il suffit ensuite qu'on le décongèle et qu'on lui mette une petite goutte d'eau, il repart tranquillement comme si de rien n'était. D'accord ? On peut aussi le mettre en anhydrobiose. Donc pareil, anhydrobiose, il rentre dans cet état de thune, état de compaction. C'est exactement le même processus. On lui enlève toute son eau, on le déshydrate mais complètement, comme on essore une éponge en fait. Je vous ferai voir une vidéo tout à l'heure de comment je fais ça au laboratoire. Et en fait, du coup, il perd 95 à 99% de son eau. Il devient tout petit, tout rabougri, et puis il attend des jours meilleurs. X années après, on remet une petite goutte d'eau, il se réhydrate et il repart tranquillement comme si de rien n'était. D'accord ? L'osmobiose, donc un choc osmotique, des pressions, des concentrations en sel super importantes, ça ne va rien lui faire du tout. Il va aussi rentrer dans cet état de thune, c'est ici. Donc du coup, un choc osmotique, ça ne va pas vraiment le gêner. D'accord. Donc en fait, on a les chercheurs qui travaillent sur les tardigrades un petit peu partout dans le monde, et vous verrez, on n'est pas très nombreux, ont fait pas mal d'études pour essayer de voir un petit peu les différents stress auxquels ils peuvent résister. Donc il y a eu des études avec 20 heures à moins 273 degrés Celsius. Ils ont résisté sans souci. 20 mois à moins 200. Donc là, c'est des périodes un petit peu plus longues, pas de problème. 150 degrés Celsius, ça ne les gêne pas non plus. C'est-à-dire qu'on peut les faire bouillir dans l'eau des pâtes, ça ne va pas poser de soucis non plus, hein. Ils vont très bien résister et puis ils attendent des conditions favorables. Ils résistent à une pression de 6000 atmosphères, au vide, à des concentrations en dioxyde de carbone très importantes. Ils peuvent résister aux rayons X, aux rayons ultraviolets, et du coup, possiblement, ils peuvent rester là comme ça jusqu'à 125 ans. D'accord. Rayons cosmiques, il y a eu beaucoup de choses de faites et de testées, ils résistent vraiment énormément, ouais. On va en parler. Donc toutes ces résistances vraiment extrêmes, en fait, c'est vraiment dans cet état de thune. Donc en fait, ils ne sont pas vraiment actifs. Alors quand on me dit est-ce qu'ils sont toujours vivants ? Oui, ils sont vivants parce qu'on ne ressuscite pas. Donc si on remet une goutte dessus, ils repartent et il n'y a pas de souci. Donc on peut affirmer qu'ils sont bien vivants, mais par contre, ils ne sont pas actifs. Ils sont dans leur état thune déshydraté. D'accord ? Et moi, ce qui m'intéresse plus particulièrement, ce que je fais le plus, on va dire, au laboratoire, parce que techniquement, c'est le plus simple et ce qui m'intéresse le plus pour mes recherches, ça va être la résistance à la déshydratation. Donc je joue beaucoup avec tout ce qui est anhydrobiose, je déshydrate, je réhydrate, je le fais plusieurs fois, ça ne les gêne pas du tout. Et donc du coup, comment je fais ça ? Je prends un tardigrade hydraté. Donc là, c'est un tardigrade qui est dans un état classique, hein, actif. Donc on le voit bien avec sa petite tête à gauche, les 4 paires de pattes. C'est une image que j'ai faite au microscope électronique à balayage, donc au laboratoire. Et donc je le déshydrate. Je le déshydrate tout simplement sur papier buvard. Il va perdre 98% de son eau et il devient petit tardigrade à l'état de thune, petit tonneau. Donc là, il est beaucoup moins mignon, hein. Il ne se déplace plus, on ne voit plus ses yeux. Enfin vraiment, voilà, il est comme ça dans un état déshydraté. Et du coup, il suffit juste que je remette une petite goutte d'eau, il se regonfle instantanément et il repart comme si de rien n'était. D'accord ? Donc là, vous voyez en haut à gauche, c'est une boîte avec mes cultures de tardigrades. Donc en fait, ils sont tout simplement dans des boîtes de pétri avec de l'eau volvique. Donc je ne fais pas de pub pour la marque, mais c'est les conditions optimales pour leur croissance. Donc voilà. Donc il faut que j'aille chercher mes bidons d'eau volvique et donc ils sont tout simplement dans des boîtes de pétri, dans de la volvique. Et j'ai comme ça des centaines ou des milliers de tardigrades par boîte. Donc ici, c'est mon microscope. Et donc, en fait, ce que je vais faire, si la vidéo se lance, ouais, c'est que du coup, tout simplement avec une pipette sous le microscope, en fait, je vais aller prélever des tardigrades. Et puis ensuite, du coup, ils vont se mettre, je vais les mettre ici. Et ici, vous voyez tout simplement des petits points. Alors que vous allez voir un petit peu mieux ici et encore mieux ici. Donc vous voyez ces petits points qui ne ressemblent plus forcément à grand-chose, hein. Un ici, un là, 2 ici, un ici aussi. En fait, ce sont des tardigrades déshydratés. Donc en fait, je prends des tardigrades dans ma boîte de pétri, je les mets sur du papier buvard, instantanément, ils perdent toute leur eau et ils sont déshydratés. Je peux les garder comme ça, mais le temps que je veux, jusqu'au moment où je veux les réutiliser. Je remets une goutte d'eau sur mon papier buvard et ils repartent tranquillement. Donc ils regonflent instantanément. Sur les 2 espèces que j'ai, une va se regonfler vraiment tout de suite et 30 secondes après va se remettre à bouger, marcher et se déplacer. L'autre va mettre peut-être 5 minutes. Donc Rhamazotus est beaucoup plus résistant, donc va démarrer plus vite. Et puis l'autre par contre est un peu moins résistante et donc va mettre 5 minutes. Mais bon, voilà, je pense que c'est déjà assez exceptionnel même si elle met 5 minutes.
Oui. Est-ce qu'au microscope, on a une preuve de vie? Alors, c'est une très bonne question. La vraie preuve de vie, c'est quand je les réhydrate et qu'ils repartent, parce que je sais qu'ils étaient vivants, forcément. Encore quelque chose de vivant, visible. Ce qu'on peut voir, si j'ai développé une technique au tout début de ma thèse, en fait, de système de tracker, en fait, marquage fluorescent. Et donc, en fait, je mets le marquage avant de les déshydrater, je les déshydrate, et donc, en fait, je continue à observer un marquage à l'intérieur. Et ensuite, quand ils se réhydratent, du coup, je revois le marquage de façon beaucoup plus nette. Ce que j'ai pu faire aussi comme étude pour essayer de comprendre s'ils étaient vivants ou pas, c'est la consommation en oxygène, voir s'ils continuent à respirer ou pas. Et donc pour ça, j'ai développé une technique qui est un outil qui s'appelle le Seahorse. Et dans des plaques de pétri, enfin dans des petites boîtes, en fait, on peut mettre un certain nombre de tardigrades. Alors il faut quand même en mettre une trentaine pour arriver à détecter un signal. Et donc en fait, on mesure la consommation en oxygène d'un tardigrade. Et du coup, les tardigrades actifs ont une consommation autour de 20 picomol minute. Et les tardigrades déshydratés, on n'a pas réellement le point de T0 parce que l'appareil nécessite de les réhydrater. Donc j'ai quelques minutes en fait un peu perdues, mais on voit que la consommation en oxygène est très très basse, mais elle n'est pas nulle complètement. Donc ça veut dire qu'il y a un résiduel un petit peu, mais un résiduel qui va être vraiment infime par rapport à un tardigrade actif. Donc en fait, on peut dire que il respirerait, mais comme on n'a pas réellement le T0, on n'a jamais pu le prouver réellement, mais il respirerait très légèrement. Le mitotracker, donc la fluorescence que je fais, me laisse penser qu'ils sont toujours vivants, mais par contre, après, de là à l'affirmer vraiment, la seule vraie façon de le savoir, c'est je réhydrate et je vois s'ils repartent ou pas. Et quand je réhydrate, en fonction de ce que je leur ai fait, j'ai un taux forcément de réveil qui est plus ou moins important, mais qui reste très 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 important. Si ils ont été réhydratés pas très longtemps après, dans des bonnes conditions, c'est du 100%. Oui. Donc ils se nourrissent d'algues. Ouais, d'algues, de lichens, donc en fait tout ce qui est vert. Donc quand nous au laboratoire, on veut vraiment les conditions optimales. Donc en fait, une espèce va se nourrir de chlorella, l'autre espèce va se nourrir de chlorococcum. Donc on a des cultures de tardigrades et on a des cultures d'algues aussi en même temps pour leur donner à manger régulièrement. Et donc en fait, pourquoi ces deux algues-là? Parce que chacun, ils ont vraiment leur algue de prédilection un petit peu. Donc ils se multiplient mieux et ils font plus de descendants si je les mets vraiment dans les conditions optimales. Après, dans la nature, ils ne vont pas être comme au restaurant et demander que des chlorella ou que des chlorococcum. Donc en fait, au final, ils vont prendre ce qu'ils ont et ils s'en sortiront très bien. C'est juste que j'optimise en fait les conditions de culture. Est-ce qu'ils ont des prédateurs? Chaque fois, c'est rejeté. Puis, La plupart du temps, ça va être rejeté dès qu'il y a un système digestif comme ça. Vu qu'ils résistent à beaucoup de choses, ça peut être assez compliqué. Par exemple, avec les nématodes. Avec les nématodes, ils font à peu près la même taille. Donc, il y a des nématodes qui mangent des tardigrades qui mangent des nématodes. C'est un petit peu. Donc, la majorité des espèces sont herbivores et se nourrissent d'algues. Il y a quelques espèces, du coup, qui sont carnivores et qui vont se nourrir de nématodes. Voilà. Ils vont manger un petit peu ce qu'ils ont sur place, en fait, au niveau du sol. Et comme ils font partie de la méiofaune, ils sont avec les nématodes, ils mangent les nématodes. Donc nous, les deux espèces, que ce soit Ipsibus ou Rhamazotus, ce sont des espèces herbivores, tout simplement parce que je travaille aussi au laboratoire sur les nématodes. Et donc on ne voulait pas que ça devienne de combat dans les incubateurs. On va dire pour être sûr qu'il n'y ait pas de souci, on a pris des herbivores et comme ça, il n'y a pas de problème. s'ils mangent des algues Oui. vertes, Oui. comment ça se fait qu'ils soient transparents? Ils ne consomment pas la chlorophylle? Alors, ils sont transparents sauf leur estomac, qui, quand ils viennent de manger, est bien vert fluo. Ouais. On voit vraiment le petit point fluo, et d'ailleurs, quand on les met sous microscope à fluorescence, il y a de l'autofluorescence en vert, justement, qui est due aux algues, en fait. Donc ça ne passe pas sur le tardigrade. Non, ça va être vraiment localisé au niveau de l'estomac. Et du coup, voilà, en bout de système digestif, ça va être expulsé, et si je le nourris plus, il sera vraiment complètement transparent. On peut voir l'estomac complètement vide. Le système nerveux, comment il se présente? Alors le système nerveux, donc il n'a pas de cerveau, donc déjà c'est plus simple. Par contre, il a tout ce qui est nerf qui va lui permettre la locomotion en fait au niveau des pattes. Et donc c'est vrai qu'on voit certains filaments en microscopie, on voit des fibres en fait nerveuses le long du corps. Il y a des axones. Avec des axones, oui. Mais par contre, le savoir comment se conduit l'information nerveuse, ce genre de choses, on est loin d'y être. On n'a pas tout découvert du tout. On n'est pas encore là. Oui. Dans les conditions optimales, quelle est sa durée de vie? Alors si je laisse hydrater toute la vie, toute sa durée de vie, il va vivre 4 mois.
Donc c'est pas tant que ça en fait, il vit pas très longtemps. Mais dans la nature, en fait, il sera jamais hydraté tout le temps. Donc en fait, c'est pour ça que le temps de survie est complètement élastique. Le tardigrade, c'est un modèle qui suit le principe du Sleeping Beauty, la Belle au bois dormant. En fait, le tardigrade, quand il est hydraté, quand il est actif, il va vivre, il va vivre et il va vieillir, on va dire. Et puis par contre, dès qu'il va être déshydraté, il s'arrête, il se met en pause. Et en fait, quand on le réhydrate, il redémarre exactement au niveau où il était quand on l'a déshydraté. Donc comme ça, dans la nature, surtout dans nos régions, cette année il a quand même plu pas mal, donc c'est peut-être moins bien pour le tardigrade, mais en fait dans nos régions habituellement il ne pleut pas beaucoup. Donc on imagine que le tardigrade, il est hydraté tranquillement sur le sol dans des mousses liquides, il va vivre 2-3 jours, et puis il va y avoir une petite période de sécheresse, et puis l'été pendant 2 mois peut-être qu'il va être complètement déshydraté, donc il ne va pas vieillir du tout, et puis ensuite il va y avoir une pluie, donc il va être réhydraté 3-4 jours, et ainsi de suite. Donc en fait, les temps de survie sont complètement élastiques et dans la nature, certains tardigrades ont peut-être plusieurs dizaines, voire centaines d'années éventuellement. En fonction de la... On imagine bien que dans les déserts où il y a du tardigrade, vu le peu d'eau qui est, ils vont pouvoir vivre vraiment très très longtemps. Donc c'est quelque chose qui est chez eux complètement élastique. Et ce qui est sympa, c'est que pendant ma thèse aussi, j'ai travaillé sur une étude de carbonylation de protéines qui permet de vérifier le vieillissement en fait, des organismes, de caractériser un peu est-ce que le tardigrade vieillit ou pas. Et donc en fait, on s'est rendu compte que tant qu'il est actif, il vieillit. Quand on le déshydrate, il continue à avoir de la carbonylation, donc il vieillit un petit peu, mais dès qu'on le réhydrate et qu'on lui met une goutte d'eau, il y a un système de machine à laver qui fait que ça le remet vraiment au T0. Donc à l'intérieur de son organisme, même s'il a eu du vieillissement pendant la déshydratation, tout ça est effacé. Et ça, on revient exactement au niveau de la déshydratation. Donc c'est assez magique. Donc c'est pour ça que c'est vraiment la Belle au bois dormant, parce que c'est vraiment le temps endormi qui ne compte pas, quoi. Donc dans cet état de thune, de déshydratation, de petit tonnelé, il va résister vraiment à beaucoup de choses. On va le voir. Donc tout ce qui est rayonnement cosmique, tout ce qui est espace, ça a été bien montré qu'en fait le tardigrade il résiste sans aucun souci. Il résiste aussi à des températures extrêmes, donc on l'a vu, très très basses, moins 272, très très hautes, 151 degrés Celsius. Et il résiste aussi à tout ce qui est pression. Et donc c'est vrai que c'est quand même le seul organisme qui est autant ce qu'on appelle extrémophile, c'est-à-dire qu'il existe d'autres extrémophiles comme par exemple le rotifère qui est présent dans le sol aussi, qui lui va résister à une déshydratation. Mais il ne va pas résister à tout le reste. Le tardigrade, ce qui est assez exceptionnel, c'est qu'il va cumuler un petit peu toutes les résistances. Et c'est pour ça que c'est vraiment le champion dans sa catégorie. Et le manque d'oxygène? Le manque d'oxygène, il le supporte très bien aussi. Ouais. Donc là, en fait, vous avez une image qui n'a rien à voir avec un tardigrade. C'est un cylindre d'aluminium de 5 mm d'épaisseur, donc pas très très gros, mais bon, il faut imaginer 5 mm par rapport à un tardigrade, c'est quand même beaucoup plus. Après une exposition à une pression de 0,07 gigapascal, donc 70 atmosphères. Du coup, ce cylindre d'aluminium, vous voyez un petit peu comment il est déformé. Ensuite, on a essayé de travailler sur des choses qui sont très résistantes aux pressions. Donc la bactérie Deinococcus radiodurans, elle est vraiment championne, on va dire, de la résistance aux pressions comme organisme vivant et elle résiste à 6000 atmosphères. Un diamant, il va être formé entre 4 et 6 gigapascales, donc entre 40 et 60 000 atmosphères. Donc c'est la pression qu'il va falloir apporter pour fabriquer un diamant. Donc on imagine. Le tardigrade, lui, il résiste à une pression de 7,5 gigapascales. Donc 74 000 atmosphères qui correspond à la pression qu'on a 180 km en dessous de la surface terrestre. D'accord ? Donc ça, ce sont des études qu'on a fait nous au laboratoire. Donc c'est-à-dire que j'ai pris des tardigrades, je les ai déshydratés, on les a mis dans une petite cupule qui est partie au Japon et qui a été soumise à une pression de 7,5 gigapascal dans un appareil dédié pour ça. Puis les Japonais m'ont renvoyé la petite cupule, je les ai réhydratés en fait, j'ai simplement remis un petit peu d'eau sur les tardigrades, ils sont repartis tranquillement. Alors pas tous, il y a eu de la casse, mais ils ont résisté à cette pression-là. Voilà. Donc cette image un petit peu du 0,6, 4 à 6 gigapascal et 7,5, ça montre quand même un petit peu la puissance et les capacités vraiment extrêmes. Alors je le redis à nouveau, c'est dans cet état déshydraté. Dans l'état hydraté, ils auraient supporté beaucoup moins évidemment. Mais dans cet état de déshydraté, cet état de thune, ils ont pu résister. Ouais. Alors ça serait super intéressant et on présume qu'il y en a, mais par contre on n'y a pas été. Non. Ouais.
Après, c'est vraiment, on le verra dans une des diapos tout à l'heure, on est très peu dans le monde à travailler sur tardigrade. Et finalement, c'est un organisme qui commence à être un petit peu connu. On nous demande de faire des vidéos YouTube, des choses comme ça. Enfin, ça commence à se diffuser un petit peu. Moi, j'en parle à l'université. Les élèves, en fait, en parlent beaucoup dans les écoles. Mais les personnes et les vrais spécialistes des tardigrades, en fait, ce sont les élèves en école primaire ou les collégiens à la limite. C'est vraiment eux qui parlent le plus et qui connaissent le plus. Enfin, moi, quand j'ai fait mes études, le tardigrade, on n'en a jamais parlé, quoi, en fait. Je pense que vous non plus. En fait, c'est quelque chose qui n'était pas du tout connu. Et c'est assez récent, finalement. Et ça a pris un petit peu une envolée parce que le tardigrade est apparu dans des BD, dans des Marvel, dans des choses comme ça. Et c'est vraiment les enfants qui l'ont trouvé super et qui ont commencé à se documenter là-dessus. Mais finalement, les gens n'étaient pas non plus si intéressés que ça. Donc, comme on n'est pas si nombreux, il y a vraiment beaucoup de choses à découvrir. Mais c'est vrai que sur tous les sites où on a recherché les tardigrades, les gens en ont trouvé. Donc forcément sur des sites avec des problèmes nucléaires ou ce genre de choses, voilà. On est en collaboration avec l'IRSN de Cadarache par exemple et on aimerait développer ce genre de projet. Oui. Cette résistance, est-ce qu'il y a des molécules très spécifiques? C'est une bonne question. On va le voir. En fait, j'ai une petite partie sur la résistance des tardigrades et à quoi elle est due. Et on va voir que c'est loin d'être élucidé. On connaît des petites bribes de résistance, mais ça commence. Alors, quelques exemples un peu marquants. Donc, c'est des études qui ont été faites plus ou moins récemment où ça parle en fait. Donc, des œufs déshydratés d'une espèce de Rhamazotus. Donc, c'est cet œuf-là qui est assez rigolo. C'est pour ça que je l'ai mis. J'ai voulu vous en parler. Donc, c'est un œuf qui est en cours de division, donc qui est un œuf en train de se multiplier. Et donc, en fait, ils les ont déshydratés. Et ensuite, ils ont attendu comme ça dans l'état de déshydratation. Et 9 ans plus tard, ils se sont dit, tiens, on va les réhydrater. Juste pour voir ce que ça donne. Parce qu'on a toujours étudié le tardigrade hydraté, déshydraté, mais un tardigrade adulte, jamais un œuf. On s'est rendu compte en fait qu'après 9 ans, il n'y avait pas de souci. Et l'œuf a continué à se multiplier, il a repris son cycle tranquillement et ça a donné un tardigrade. D'accord ? Donc du coup, même cette résistance touche également les œufs finalement. Les œufs déshydratés, ils ont survécu les 9 années. Des tardigrades de l'Est antarctique, donc c'est une espèce qui s'appelle Acutenctus antarcticus et qui est présente dans plusieurs laboratoires dans le monde. Elle a été congelée dans des mousses et réveillée après 30 ans. Donc c'est une des études les plus longues en fait, qui a été menée, parce que comme on n'étudie pas les tardigrades depuis très longtemps, on n'a pas forcément beaucoup de recul. Donc 30 ans, c'est le maximum qui a été fait en laboratoire, à ce jour publié en tout cas. Voilà, cette espèce-là a survécu 30 ans sans aucun souci. Donc, ils ont simplement pris des mousses, ils les ont déshydratées, ils les ont oubliées, et puis finalement, ils les ont réhydratés 30 ans plus tard, ça a fonctionné. Réveil de 3 espèces antarctiques aussi, donc une espèce d'Echinuscus, du Macrobiotus et du Difascon, après un peu plus de 8 ans, en anhydrobiose et à moins 22 degrés Celsius. Donc là, ils se sont amusés à mélanger un petit peu les conditions. Donc ça veut dire qu'ils les ont déshydratés et ils les ont mis à moins 22. Ils les ont laissés comme ça pendant un peu plus de 8 années. Ils les ont réhydratés, ils sont repartis tranquillement aussi. Parce que c'est vrai que parfois, on nous dit, oui, le tardigrade résiste super bien, mais sur une période courte. Donc en fait, il faut arriver à tester aussi sur des périodes longues. Donc là, moins 22 degrés pendant 8 ans, c'était beaucoup plus long. Donc on voit qu'ils tiennent vraiment sur la distance et sur du multifactoriel finalement. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est tout ce qui est rayonnement. Donc, nous avons testé ce qui est testable, on va dire. Donc, c'est possible. Il y a des choses qu'on peut évidemment pas tester parce qu'on n'a pas les moyens, les moyens physiques pour le faire. Il y a des choses qui peuvent être testées dans les différents labos en fonction du matériel nécessaire et de ce qui est présent dans les laboratoires. Donc, ils ont testé des rayons X, des rayons gamma, des rayons UV, des UVC. Sur différentes espèces, donc l'espèce Ipsibus exemplaris que j'ai au laboratoire et une autre espèce coronifère, Richersus, et donc en fait, ils résistent à tout ça. Donc toutes ces résistances, en fait, des doses de 570 000 rad, c'est vraiment énorme en rayon X. C'est vraiment des doses très très importantes. 5000 Gray en rayon gamma, c'est vraiment très important aussi. Quand je vous parle de 60 kJ par mètre carré d'UVC, c'est vraiment des doses hyper intenses aussi. Les autres organismes ne résistent pas du tout à ça, aucun. Et le tardigrade y résiste. Oui. Extrême, les sites d'essais nucléaires. Oui. Est-ce qu'on a trouvé des tardigrades? C'était un petit peu la question de tout à l'heure. Et donc, en fait, ce que je disais, c'est que probablement... alors, on n'en a pas trouvé parce qu'on n'est pas allé chercher. Mais si on allait chercher, il y en aurait probablement, oui.
Mais par contre, c'est vrai que pour l'instant, voilà, c'est encore en cours, ça n'a jamais été fait. Donc, Pardon. Oui. Au niveau scientifique, quel est l'exemple d'intérêt de travailler sur ces types de bébés? Parce que j'imagine que c'est pas juste pour jouer. non, c'est pas juste pour jouer avec et c'est pas simplement pour les étudier. Il y a vraiment des répercussions après derrière. On en parlait juste par rapport à la médecine, par rapport C'est ça. Donc j'ai toute une partie sur la médecine justement et du coup les applications possibles. Oui, oui. Alors très clairement, les gens, de toute façon, la recherche étant ce qu'elle est, on ne peut pas travailler sur quelque chose si ça ne rapporte pas quelque chose après derrière. Dans tous les cas, hein, la recherche fondamentale vraiment pour chercher, c'est pas si évident que ça. Et en plus, voilà, ça n'aurait pas forcément un grand intérêt. Donc oui, si on étudie les tardigrades comme ça, c'est parce qu'on a voilà, plusieurs objectifs dans différents domaines et qu'il peut y avoir des répercussions après derrière. Donc le tardigrade, donc tardigrade marcheur lent, mais on l'appelle en anglais waterbear. En fait, c'est son petit nom en anglais, dû à sa ressemblance en fait avec l'ours. Alors, certains disent oui, d'autres disent non. Moi, je le trouve tellement mignon que je suis plutôt pour le oui, mais après, voilà. Donc, ils ont effectivement 4 paires de pattes et pas 2 paires, mais quelque part, ça ressemble un petit peu à un ours en dos. Mais on se pose la question, est-ce que c'est pas aussi Space Bear? Alors, Space Bear, pourquoi? Ourson de l'espace, tout simplement parce que des tardigrades ont été lancés dans l'espace, voilà, amenés en tout cas dans l'espace. C'est une mission en 2007, la mission Photo M3. Et donc, les tardigrades sont partis comme ça dans l'espace, en orbite basse, et ils les ont mis à l'extérieur de la capsule. Donc, je tiens bien à préciser, ils ne sont pas tranquillement à l'intérieur là-dedans, hein. Non, non, ils sont dehors. Donc dehors, ça veut dire exposé aux températures, au rayonnement, aux pressions, au manque d'oxygène. Enfin, vraiment, on ne peut pas faire pire, on va dire, hein. Donc c'est 10 jours en orbite basse autour de la Terre à une altitude de 270 km. Et ils ont tourné comme ça pendant 10 jours, tranquillement. Ils les ont redescendus sur Terre, dans une équipe chez nos collègues à Modène, en Italie, qui est une des premières équipes à avoir travaillé sur le tardigrade. Et du coup, même principe, hein, je remets une goutte d'eau, je réhydrate et je vois ce qui se passe. Et des tardigrades se sont réhydratés et voilà, étaient actifs et en plus se remultipliaient. Quelques années plus tard, à Modène, quand on est allé au congrès des tardigrades, ils étaient à 10 générations de descendants. Voilà, ça veut dire que les descendants et les éclosions, enfin les tardigrades actifs, ont pu avoir des éclosions, des œufs, se multiplier, enfin ça ne posait pas de problème. Donc, tardigrade de l'espace. La Lune aussi. Donc la sonde spatiale Bereshit, en fait, avait à son bord des tardigrades. Et puis cette sonde spatiale, elle s'est écrasée, tout simplement sur la Lune. Alors c'était pas voulu, hein, pour le coup, elle est allée s'écraser. Et donc du coup, se pose la question qu'on nous a posée beaucoup de fois. On était, voilà, au laboratoire, plusieurs journalistes nous ont demandé, est-ce que les tardigrades sont vivants? Alors qu'est-ce que vous en pensez? Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau? Oui, mais du coup, ils sont vivants ou pas? Parce qu'un tardigrade actif, enfin un tardigrade thune est un tardigrade vivant. C'est ça. Ouais. En fait, alors c'est peut-être la seule chose qui aurait pu leur piquer un petit peu quand même. La puissance du crash. Parce qu'on voit quand même que, on voit un impact, hein, ça a été quand même assez violent. Et donc en fait, il y a eu un impact à plus de 3000 km/h. Voilà. Mais par rapport à une pression de 7,5 gigapascal, finalement, c'est peut-être jouable. Voilà. Le 3000 km/h n'a pas été testé, donc je ne peux pas affirmer que c'est possible, mais vu qu'il supporte du 7,5 gigapascal, finalement, peut-être qu'un crash à 3000 km/h, pourquoi pas. En tout cas, on ne peut pas dire oui, on ne peut pas dire non. Voilà, c'est pas quelque chose qui est testable, ou en tout cas qu'on a pu encore tester réellement en laboratoire, mais en tout cas, c'est possible. S'il vous plaît. Oui. Ils ne meurent pas, on a une véritable invasion de tardigrades. S'ils ne meurent pas, en fait, ils meurent de vieillesse, en fait. Mais comment on sait qu'ils sont morts? Dans la nature, en fait, enfin, en laboratoire, en tout cas, on sait qu'au bout de 4 mois, ils sont morts. Donc finalement, dans la nature, au bout de 4 mois, ils sont morts. 4 mois de cycle actif. Donc forcément, les tardigrades irlandais ou écossais vont vivre voilà, beaucoup moins longtemps qu'un tardigrade dans le désert, on va dire. Mais voilà, il y a quand même ce truc-là. Ils ont un vieillissement de toute façon physiologique classique. Donc c'est surtout ça qui va les tuer.
Après, voilà, certaines conditions peuvent les tuer aussi quand même. Au laboratoire, quand on essaie des choses vraiment très très extrêmes, parce qu'on cherche justement à tester leur résistance, si on met une concentration en anesthésique vraiment trop élevée, on peut les tuer. Enfin, mais ça va être des choses vraiment exceptionnelles. On va être à 10 000 fois la dose classique. Voilà, on va mettre une dose de cheval pour un tardigrade d'1 millimètre, quoi. C'est vraiment quelque chose... voilà, mais c'est possible. Les conditions sur la Lune, il n'y a rien qui Bah, pas vraiment, en fait. Parce que du coup, l'absence d'eau, bah, on l'a vu, c'est la déshydratation, ça ne le gêne pas. Le froid, moins 170 à moins 190 degrés Celsius, bah, ça ne le gêne pas non plus, ça a été testé. La chaleur, entre 100 et 120 degrés, bah, ça a été testé aussi. Alors, il faut savoir qu'un jour ou une nuit solaire, c'est 15 jours terrestres. Donc, du coup, c'est quand même long, on va dire. Mais de toute façon, ils ont été testés sur des longues périodes aussi. Donc, c'est possible. Tout ce qui est particules solaires, bah, tout ce qu'on a testé jusqu'à présent, ils y résistent. Et les rayonnements cosmiques aussi. Donc, effectivement, il n'y a aucun des paramètres où on se dit vraiment ça, ils ne peuvent pas. Après, peut-être que soumis à tout ça, pendant très longtemps, après un impact à plus de 3000 km/h, on ne sait pas combien de temps, voilà, ils vont survivre. En tout cas, actif, ce n'est pas possible, vu qu'il n'y a pas d'eau, de toute façon. Donc, potentiellement, ça va être des tardigrades à l'état de thune, petit tonneau. Et du coup, bah, une grosse question éthique s'est posée. Parce que du coup, Matthew Seal, qui est écologue à l'Université d'Édimbourg, a posé un grand débat. À l'heure où l'exploration spatiale, elle repart vraiment énormément, avec à leur bord, en fait, énormément d'espèces. C'est vrai qu'on met plein de choses, de toute façon, dans les navettes et ce genre de choses. Est-ce que contaminer d'autres espèces, d'autres planètes, pardon, nous fera perdre la possibilité de chercher la vie extraterrestre? C'est vrai qu'on imagine que si dans... je sais pas, 100 ans, 200 ans, quelqu'un va sur la Lune et découvre des tardigrades, bah, il faut qu'il y ait l'historique et être sûr, parce que est-ce que ça va être nos tardigrades, est-ce que ce sera des tardigrades qui étaient là précédemment? Enfin, finalement, on ne le saura plus parce que nous, on les a intégrés là-dedans. Alors évidemment, ça n'a pas été voulu, c'était un crash, mais voilà, quand même, ça soulève des questions. Et c'est vrai que pour chaque voyage spatial actuellement, il y a à bord des engins spatiaux des espèces. Donc on l'a vu avec justement Thomas Pesquet qui a amené les blobs, il a amené les tardigrades aussi. Enfin, il y avait eu vraiment beaucoup de choses dans l'espace et c'est normal et c'est très bien, ou pas. Voilà, c'est vraiment un débat et une question éthique à se poser. Alors, comment est-ce qu'ils résistent? C'est la grande question. Il y a plusieurs choses. Donc nous, dans notre laboratoire, je me suis attachée à essayer de comprendre la différence entre mon tardigrade actif et mon tardigrade de thune. C'est vrai que, comme je vous disais, je me suis spécialisée plutôt dans la déshydratation, dans un premier temps. Et donc, j'ai ces deux états. J'ai un tardigrade complètement hydraté qui se balade, un tardigrade complètement déshydraté. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui pourrait me permettre de voir un petit peu ce qui se passe entre les deux états? Donc, pour ça, j'ai fait de la microscopie électronique à transmission. Donc, c'est avec des gros microscopes qui vont vraiment super méga zoomer et qui vont aller voir vraiment dans le détail chacune des cellules et qu'est-ce qui se passe. J'ai comparé différents tissus. Donc, je travaillais sur le tissu intestinal, donc tout ce qui est tissu digestif, le tissu musculaire. J'ai travaillé au niveau vraiment de tous les différents organes du tardigrade pour essayer de chercher un petit peu toutes les différences qu'il pouvait y avoir. Globalement, même si on le déshydrate, moi je m'attendais à avoir un petit peu de la bouillie de tardigrade, finalement non. J'avais mes cellules qui étaient là, qui étaient bien, tout était plutôt en place. Et la seule différence entre mon tardigrade hydraté et mon tardigrade déshydraté, c'était la mise en place d'une petite zone. Donc ici, c'est le tardigrade hydraté. Donc on voit une jonction entre deux cellules, toutes classiques, toutes petites et très fines. Et puis à droite, par contre, c'est le tardigrade déshydraté dans l'état de thune. Et on voit que cette structure, elle est beaucoup plus large, beaucoup plus épaisse. Et finalement, il n'y a quasiment que ça de différence au microscope électronique à transmission entre un tardigrade hydraté et un tardigrade déshydraté. Tout le reste, c'est pareil. Alors, on va le voir aussi deux diapos après. Vu qu'il respire moins ou qu'il ne respire pas, quid encore, point d'interrogation, en tout cas, il n'a pas besoin d'avoir des mitochondries aussi grosses et d'avoir un système respiratoire aussi important. Donc, il y a certains organites quand même qui sont plus petits, moins fonctionnels. Mais par contre, tout est intact, pas abîmé et c'est loin d'être la bouillie compensée. Donc du coup, à gauche, c'est ma première espèce, à droite, ma deuxième espèce. Et j'ai fait l'étude comparative entre les deux espèces. Donc comme je vous disais, moi je travaille sur ces deux espèces-là parce qu'elles sont un petit peu différentes. Donc Ipsibus, en fait, est alors très résistante, mais pas très résistante pour un tardigrade.
Finalement, c'est une moyenne résistante, on va dire. Et l'hydratation et la déshydratation doivent se faire un petit peu de façon contrôlée. Donc quand je déshydrate et que je réhydrate Ipsibus, je le fais de façon graduelle. Je vais mettre plusieurs heures où je vais le mettre à un taux d'hygrométrie précis pour, j'enlève un peu d'eau, mais je lui en laisse un peu, et puis finalement je lui en enlève un peu plus, jusqu'à arriver à rien du tout. Par contre, Rhamazottus, je le prends, papier buvard, instantané, j'enlève toute l'eau. Vraiment beaucoup plus direct. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que finalement, la petite structure qui se mettait en place chez Ipsibus, elle n'a pas besoin de se mettre en place en fait, chez Rhamazottus. Elle est présente là de façon constitutive. En fait, le Rhamazottus, qu'il soit hydraté ou déshydraté, il a cette structure-là. Donc tout son matériel est déjà prêt, il a tous les outils en fait, déjà en main pour pouvoir se déshydrater comme ça en quelques secondes. Ipsibus, lui, il va avoir besoin de mettre en place cette structure et c'est pour ça que je vais avoir besoin de le déshydrater beaucoup plus lentement en fait. Parce qu'il lui faut le temps pour mettre en place cette petite paroi. D'accord ? Mais c'est la seule différence entre les deux espèces et du coup, c'est une différence de taille qu'on observe. Donc on voit qu'entre un tardigrade hydraté et un tardigrade déshydraté, on perd entre une réduction de taille de 30 à 40%. Ça c'est normal, il perd son eau, donc forcément il va être beaucoup plus petit, plus rabougri. Et puis la taille des mitochondries aussi, avec des mitochondries plus petites, c'est normal, il a besoin de moins respirer. Par contre, globalement, tout est intact et tout fonctionne bien. Donc on se dit que le tardigrade, il utilise la mise en place de cette petite paroi en fait, pour se protéger. Il faut imaginer que en fait, le fait qu'il mette en place cette structure, ça va lui faire comme une coque de protection. Il faut vraiment imaginer en fait, quelque chose de très dur qui va lui permettre d'absorber les chocs, d'absorber la pression, d'absorber un petit peu tout ce qui peut lui arriver dessus. Et donc en fait, entre chacune de ces cellules, il a ce système de protection très important. Oui. La structure de la membrane, en quoi elle diffère de normalité? Alors, simplement l'épaisseur. Nous, ce qu'on a testé, c'est vraiment empirique. On a mesuré et on a vu vraiment entre chacune des cellules dans tout l'organisme, quel que soit le tissu, il y a vraiment cette structure qui se met en place. Mais par contre, le jeu, maintenant, ça serait arriver à identifier de quoi elle est faite, cette structure. Et ça, il faut arriver à piocher dans quelque chose d'1 millimètre à l'intérieur d'une cellule et arriver à prélever ces petites, alors on suppose protéines, mais voilà, pour arriver à savoir ce que c'est après derrière. Donc on en est très très loin. Mais l'idée, ça serait de ça. Ça serait vraiment arriver à prélever toutes ces parois, enfin l'intérieur de ces parois et arriver à quantifier, voir un petit peu ce contenu, de quoi il est constitué en fait. L'enveloppe extérieure, c'est une peau? C'est de la peau, oui. C'est pas une membrane, c'est pas quelque chose de dur? Non. C'est comme de la peau. Alors c'est un petit peu... Alors pour faire de la micro-injection, par exemple, sur le nématode, c'est très fin, c'est très facile. Sur le tardigrade, l'aiguille résiste un peu plus. Donc c'est une peau plus épaisse, on va dire. Mais ça reste une peau. Ça reste une peau, c'est pas une carapace? Non. Et c'est ça qui lui... Pardon? Est-ce qu'il y a de la chitine? De là, j'ai pas entendu, pardon. De la chitine. On n'a pas quantifié, on n'a pas dosé, on ne sait pas. On ne sait pas vraiment de quoi elle est constituée. Et son sang, comment? Il n'a pas de sang, en fait. Ouais, il n'a pas de sang, c'est un système lymphatique à l'intérieur qui lui permet l'oxygénation dans le tissu et la diffusion. Comme le nématode aussi, qui n'a pas de sang et qui c'est vraiment le liquide qui circule. S'il mange des cellules végétales à un ou autre, est-ce qu'il a des enzymes cellulolytiques ou est-ce qu'il travaille avec une flore bactérienne? Et si oui, est-ce que la flore bactérienne arrive à résister aussi en même temps ou est-ce qu'il est obligé de la reconstituer à chaque fois qu'il hydrate? Alors, pour la question sur tout ce qui est enzymes, on ne sait pas, on ne les a pas quantifiés. Par contre, la flore bactérienne, il a un microbiote. Donc, du coup, il a quand même un microbiote qui lui est associé et qui résiste à tout ça. Donc, ça suppose que le microbiote résiste quand même, voilà aussi. Mais par contre, c'est vraiment un bon modèle parce qu'il a un microbiote. Donc, c'est intéressant. Donc, en fait, c'est un début de réponse. Alors, on ne sait pas ce que c'est, mais on sait qu'il y a cette paroi qui se met en place. Ce dont on s'est rendu compte aussi, c'est que le tardigrade, il a des capacités de résistance tous, des capacités de résistance un peu différentes, comme on l'a dit. Et on s'est demandé, est-ce que tous les tardigrades utilisent ce système-là ou est-ce que d'autres systèmes sont en place? Donc, du coup, nous, on a testé uniquement ces deux espèces. Parce que ça demande beaucoup de travail et beaucoup de temps de faire les microscopies à transmission. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il existe d'autres choses qui ont été trouvées dans d'autres laboratoires
avec des protéines spécifiques au tardigrade qui sont très intéressantes et qui du coup doivent compléter finalement la stratégie de je mets en place ma coque. Il y a la mise en place de la coque, mais il y a plein d'autres choses aussi. Donc ces protéines spécifiques au tardigrade, on les appelle les TDP, les tardigrades spécifiques intrinsically disorder proteins. Donc ce sont des protéines qui sont complètement désordonnées, qui sont retrouvées uniquement chez les tardigrades et qui se mettent en place quand on le déshydrate. Donc si on va trop vite chez certaines espèces, ça n'a pas le temps de se mettre en place. Et donc du coup, les tardigrades peuvent mourir. Mais si on leur laisse le temps, à ce moment-là, les TDP, donc ces protéines, sont up-régulées, et puis du coup, elles vont se mettre en place et le tardigrade va pouvoir résister à tout ça. Donc l'une de ces protéines, donc ces TDP, ça va être les CAHS. Donc les CAHS, ce sont des protéines qui ont été décrites par certains laboratoires. Et du coup, quand le tardigrade est hydraté, les CAHS, elles sont comme ça. Donc c'est-à-dire que ce sont comme ça des protéines qui se promènent et qui sont complètement désordonnées. Par contre, si on enlève l'eau du tardigrade et qu'on le déshydrate, ces TDP, en fait, elles vont se mettre en place et elles vont faire un certain maillage, un certain réseau. Et donc en fait, ce réseau est particulièrement intéressant. Donc là, il faut considérer qu'on a un tardigrade qui est complètement hydraté. Donc en fait, quand on le regarde, on ne voit pas de réseau particulier. Ça fait une sorte de bouillie verte, rien d'intéressant. Et puis quand on le déshydrate, le tardigrade, on lui enlève son eau, on voit que certaines choses se mettent en place un petit peu. Et ça fait un système de maillage. Alors quand j'en parle en collège, en lycée ou dans les écoles primaires, je dis ça fait un peu comme un système de les sacs à patates ou les sacs pour les oranges, vous voyez. Finalement, il y a beaucoup d'air, il y a beaucoup de trous, mais c'est hyper résistant. Là, c'est un petit peu la même chose. On passe d'une structure qui n'est pas ordonnée du tout à je mets en place ce maillage et ça me permet d'être super résistant. C'est vraiment l'idée du sac à patates ou du sac à orange. Et on voit au niveau du timing de la vidéo que ça se met en place très vite en fait finalement. Donc là, l'image, c'est en secondes. On est à 350-360 secondes. Donc en fait, très très rapidement, le maillage va se constituer, va se mettre en place. C'est quelque chose qui est quasiment instantané. Et intéressant, là, c'est l'inverse en fait. C'est un tardigrade du coup qui est déshydraté, qui est dans l'état de thune. Donc on voit bien le maillage sac à patates. Et si je le réhydrate, hop, ça va du coup se dissoudre petit à petit, se désagréger pour revenir à l'état de bouillie où on ne voit plus grand-chose. Et de la même façon, ça va relativement vite. La vidéo, du coup, c'est indiqué, on est à peu près à 500 secondes. À 450-500 secondes, on est dans l'état basal. Donc ça se redéfait assez rapidement. Donc du coup, ces CAHS, ces protéines, voilà, c'est la première fois qu'elles ont été décrites. Elles sont spécifiques au tardigrade, personne d'autre ne les a. Et ça permet de faire ce petit maillage qui, en complément de la coque, deuxième stratégie, permet au tardigrade de résister. On les a isolés, ces protéines. Oui. Et in vitro, là, on arrive à Ça, ce sont des images in vitro. Ça a été fait dans plusieurs fois. Et du coup, c'est vraiment des protéines qui ont été vraiment découvertes que sur tardigrade. Et alors moi, je ne suis pas du coup spécialisée dans tout ce qui est protéines, mais quand des spécialistes du coup se sont amusés à refaire des reconstructions 3D, enfin des choses comme ça, rien n'a été connu. Alors je vais dire ça blasse parce que je suis généticienne, mais ça colle avec aucune autre structure en fait. Donc c'est vraiment des structures qui sont spécifiques au tardigrade. Et la séquence protéique a été Identifiée, oui. Et aucun logiciel de simulation arrive à retrouver quoi que ce soit. Parce qu'il faut que ces logiciels, ça repose sur de la matière, sur des choses qu'on leur a mis. Et en fait, vu que c'est unique et spécifique, ils n'ont pas. Autre chose aussi, autre protéine intéressante, c'est une protéine qui s'appelle la protéine DSUP, donc qui est une protéine aussi qui est complètement désorganisée, qui est du coup spécifique au tardigrade aussi. Et en fait, cette protéine, pourquoi elle est intéressante? Parce que des chercheurs et différents labos se sont amusés à voir ce qu'elle pouvait donner dans d'autres organismes en fait. Donc on a essayé de la tester sur des plantes, sur des bactéries, sur des cellules humaines, et donc voir un petit peu ce que ça pouvait donner. Donc DSUP, moi je l'étudie dans le laboratoire, c'est une des protéines qui nous intéresse. En fait, quand on la fait rentrer dans des cellules humaines HEK, et qu'on soumet ces cellules, que ce soit à des rayons X ou à un stress oxydant, H2O2, donc c'est de l'eau oxygénée tout simplement, donc ça pique quand même un petit peu, et du coup ça permet aux cellules humaines de résister beaucoup plus.
Donc ça veut dire que ça permet également, si on prend le D-sub du tardigrade et qu'on le met dans des cellules humaines, ça leur permet de résister. Les levures, les Saccharomyces cerevisiae, ça leur permet également de résister à des stress oxydants, au peroxyde d'hydrogène. Escherichia coli, qui comme ça arrive à supporter des irradiations. Le tabac, Nicotiana tabacum, qui du coup résiste à différents pathogènes et aux irradiations, ça a été testé. Et la drosophile, qui résiste aux irradiations. Donc ça veut dire que ce D-sup dans d'autres organismes peut peut-être avoir des choses intéressantes. Nous, dans notre laboratoire, on est spécialisé sur les nématodes de Caenorhabditis elegans, qui est alors je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est un organisme qui est beaucoup plus connu que le tardigrade. C'est vraiment un organisme de choix pour toutes les études en génétique. Il a beaucoup servi pour des études en santé. Il y a eu plusieurs prix Nobel grâce aux nématodes C. elegans. Et donc du coup, cet organisme-là, nous, c'était l'organisme modèle du laboratoire avant qu'on fasse rentrer le tardigrade, et on le maîtrise beaucoup plus. En termes d'outils, tout est déjà à notre disposition. Des outils génétiques, son génome est entièrement séquencé. On a des mutants pour chacun des gènes. Donc en fait, en termes d'outils, c'est vraiment pour nous une boîte à outils exceptionnelle. Et donc ce qu'on fait actuellement, c'est qu'on prend le gène D-sup de tardigrade, qu'on rentre à l'intérieur du génome de C. elegans, pour arriver à créer un nématode transgénique extrémophile et voir un petit peu ce que ça pourrait donner si ça le rend plus résistant ou pas, et à quoi il peut devenir résistant grâce à ça. Donc ça, c'est vraiment dans le but d'un impact biomédical. C'est vraiment pour la découverte de nouveaux mécanismes moléculaires. On veut vraiment arriver à décortiquer et à comprendre comment fonctionnent des sups pour voir de toute façon si ça peut avoir après un intérêt pour nous après. D'accord ? Alors dans le tabac, ils l'ont intégré au génome du tabac, le Nicotiana tabacum. Pour de mémoire Saccharomyces aussi. Par contre, je vais revenir. Hop là, c'était après. Les cellules humaines, je crois qu'ils les ont mis dans un jus de cellules humaines. Enfin, ils ont mis des cellules, ils ont mis du D-sup par-dessus et ils ont testé comme ça. Donc ça n'a pas été forcément intégré dans tous les organismes en fait. Voilà. Mais nous, du coup, voilà, vu que pour C. elegans, c'est très facile, on veut vraiment l'intégrer au génome de C. elegans pour arriver après à décortiquer et comprendre comment fonctionne cette protéine. Alors, pourquoi les étudier? Parce que, bon, voilà, comme on disait, la recherche fondamentale, ça peut être bien, mais la recherche appliquée dans un objectif précis, c'est encore mieux. Alors, ici, vous avez les laboratoires dans le monde qui travaillent sur tardigrade. Ça ne fait pas beaucoup. Ça fait très peu de monde et du coup, j'ai démarré sur le tardigrade avec la première thèse en France sur le tardigrade, donc j'ai démarré en 2013 et du coup, j'ai pu suivre un petit peu l'évolution avec le premier congrès dans lequel on a été en Italie en 2015, puis au Danemark en 2018. Il y a ensuite eu 2 congrès où je n'ai pas pu aller, celui en Pologne en 2022 et cette année, pendant l'été, il va y en avoir un au Japon. Et donc, en fait, on voit la communauté des gens qui travaillent sur les tardigrades se développer petit à petit, mais se développer tranquillement, on va dire. Donc, pour vous donner une idée, le premier congrès dans lequel on est allé en Italie en 2015, les gens sont venus, alors tous les chercheurs, les ingénieurs, les étudiants, enfin, on a pris tout le monde, et on était 100. Voilà. Pour vous donner une idée, quand on va dans un petit congrès à Montpellier sur le cancer, on se retrouve facilement à 500 000 personnes, alors que c'est local juste pour la ville. Là, c'était le congrès mondial du tardigrade et on était une centaine. Et on avait pris tout le monde. Au Danemark, 3 ans plus tard, il devait y avoir 15-20 personnes de plus. Donc on sent une évolution, il y a un peu plus de chercheurs, mais ça reste quand même très très fragile. Alors souvent on me dit mais pourtant les tardigrades sont super intéressants, tout le monde les adore, pourquoi on les étudie aussi peu? Alors j'ai envie de dire c'est parce qu'ils ne sont pas méchants. Donc en fait forcément les budgets sont pour des pathologies et c'est bien normal, on veut soigner les gens. Les budgets sont pour des ravageurs, des virus, des bactéries, des choses qui vont entraîner des problèmes en fait. Problèmes de santé publique, problèmes dans les élevages, problèmes dans les cultures. Enfin il faut qu'il y ait un côté négatif en fait à un organisme pour qu'on l'étudie. Le tardigrade, en fait, il est hyper résistant, il n'embête personne, c'est pas un pathogène. Voilà. Pourquoi financer des études sur le tardigrade finalement? Donc c'est pour ça qu'il n'a pas été spécialement étudié jusqu'à présent. Et donc en fait, les chercheurs qui travaillent sur le tardigrade, souvent c'est parce qu'ils travaillent sur d'autres organismes, on a trouvé ça sympa et puis on bascule aussi un petit peu, mais c'est pas le tardigrade qui va nous donner des sources de financement exceptionnelles en fait.
si on répond à des appels à projets sur tardigrade, les gens vont regarder, ils vont rigoler, puis ils vont le poser à côté. Voilà, jusqu'à présent, peut-être que ça peut se développer, et on espère que ça va se développer avec une meilleure connaissance justement du tardigrade et une meilleure diffusion, mais pour l'instant, c'est pour ça que le tardigrade est aussi peu connu. Pourtant, comme je vais vous le montrer, il a de grandes avancées, de grandes choses intéressantes qui ont été faites. John Crow, dans les années 70, Université de Californie, US Davis aux USA, a travaillé sur la conservation des plaquettes sanguines. Et le gros souci de la conservation des plaquettes sanguines, c'est qu'au bout de 3 à 5 jours, il fallait les jeter, parce que du coup, elles devenaient toxiques et pathogènes. Donc du coup, des lots entiers de poches de sang avec des plaquettes sanguines étaient jetés. Et puis en même temps, John Crow s'est rendu compte que lorsqu'on déshydrate un tardigrade, il perd son eau, et à la place de l'eau, se met en place un petit sucre qui s'appelle le tréhalose. Donc le tréhalose, c'est vraiment un sucre qui a un peu une structure proche de celle du fructose, du saccharose, enfin c'est vraiment un sucre basique que le tardigrade fabrique et en fait qui se met en place lorsqu'il se déshydrate. Donc il a fait différents essais et il s'est rendu compte que s'il laisse tremper du coup les plaquettes sanguines dans une concentration de tréhalose à 37 degrés pendant 4 heures, au lieu de les garder 3-5 jours, on peut les conserver 2 ans. Donc là, pour le coup, beaucoup plus intéressant. Un brevet a été déposé, une société a été créée et le système est actuellement exploité. D'accord ? Donc ça montre quand même que concrètement, il y a vraiment des choses qui peuvent être utilisées sur la base de ce genre d'organisme, quoi. Donc du coup, la technique actuelle de conservation des plaquettes sanguines, c'est grâce à John Crow et c'est grâce au tardigrade aussi. On peut imaginer aussi d'autres types d'applications. En 2020, il y a une équipe indienne qui a mis en évidence ce petit tardigrade fluorescent. Donc vous voyez, en fait, quand on soumet ce tardigrade à des rayons ultraviolets, il fluoresce en bleu. Lui tout seul, voilà, naturellement, en fait, il devient bleu fluo comme ça. Donc ils se sont amusés. Donc c'est une espèce qui s'appelle Paramacrobiotus et qui a été isolée au sud de l'Inde. Ils se sont amusés en fait à faire un jus de tardigrade. Et ils se sont rendus compte aussi que ce tardigrade fluorescent résistait à des doses d'UV, mais exceptionnelles en fait, vraiment très très intéressantes. Donc du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait un jus, un broyat de tardigrade. Ils en ont pris une grande quantité, ils les ont broyés tout simplement, et ils les ont mis en contact avec une espèce, Ipsibus exemplaris, qui est une de mes 2 espèces, qui elle ne résiste pas très bien aux UV. De la même façon, ils ont mis en contact ce jus avec du Caenorhabditis elegans, donc le petit ver microscopique sur lequel je travaille aussi, qui lui résiste très très mal aux UV, il n'aime pas du tout. Et en fait, du coup, Ipsibius et Caenorhabditis elegans ont été protégés contre les rayonnements UV grâce à ce jus de tardigrade. Donc en fait, l'objectif quelque part de cette équipe, c'est d'arriver à identifier de quoi est composé, à quoi est due cette fluorescence bleue pour arriver à en faire potentiellement tout de suite, on imagine, crème solaire, toutes les applications possibles. Voilà, pour bronzer sur la plage l'été, pour les enfants lune aussi, évidemment. Enfin voilà, on peut imaginer vraiment beaucoup d'applications après derrière. Donc cette équipe travaille sur le Paramacrobiotus. Est-ce qu'il y a des questions? D'accord. Oui? Ouais, alors du coup, là pour le coup, ils font des gros culots de tardigrade. Et ils les mettent vraiment au pilon, on écrase, quoi. Et à force d'insister et de broyer, on arrive à les écraser. C'est pas une pression constante, en fait, c'est vraiment... De la même façon, si je veux vraiment... si vraiment mon but, c'est d'éclater en 2 un tardigrade, avec un microscalpel, je peux très bien le mettre de façon bien longitudinale et avec un scalpel, le couper en 2, quoi. Là, du coup, il va mourir quand même. Donc, en fait, il résiste à une pression qui lui est appliquée. Mais si, par contre, vraiment, je le coupe en 2, il n'y a pas de souci. Donc là, alors, je ne sais pas exactement quel est le protocole, je ne suis pas allée voir dans le détail, mais si c'était moi, je ferais comme ça, un gros culot, et puis vraiment, on écrase et on broie, quoi. On peut le faire aussi avec des microbilles. Ça, c'est ce qui est utilisé pour faire le séquençage, par exemple. Pour arriver à séquencer le génome de tardigrade, il a bien fallu arriver à le casser pour pouvoir récupérer son ADN et faire le séquençage. Ça, de la même façon, ça a été fait par broyage, avec des microbilles, des choses comme ça. Donc c'est vraiment des systèmes où on essaie de développer des choses extrêmes pour pouvoir récupérer le matériel dont on a besoin. Donc d'un point de vue génétique, je viens d'en parler, forcément avec l'essor, on va dire, de la génétique, des séquençages des différents génomes, tout ça, on s'est dit pourquoi pas faire de la génétique sur le tardigrade aussi.
C'est vrai que du coup, le nématode Caenorhabditis c'est vraiment le modèle de pointe très connu, très utilisé. Pourquoi? Parce que son génome est séquencé et tous les outils moléculaires, au fil du temps, ont pu se mettre en place. Donc on voudrait, quelque part, faire un petit peu la même chose sur le tardigrade et essayer de comprendre comment il fonctionne. Alors, premier point important, le transfert horizontal de gènes. En fait, nous, quand on regarde notre génome, et quand on regarde un génome de la plupart des espèces vivantes, en fait, un organisme vivant, il va hériter des gènes de ses parents, de façon verticale. Donc les gènes des parents vont donner les enfants, évidemment. C'est ce qu'on a tous appris à l'école, et c'est transmis comme ça de génération en génération. C'est ce qu'on appelle le transfert horizontal de gènes. Le gène des parents est transmis à ses enfants. Le tardigrade, il a autre chose en plus, lui. Il a ce qu'on appelle le transfert vertical de gènes. En plus du transfert, le transfert horizontal de gènes en plus du transfert vertical de gènes. Donc lui, il va transmettre ces gènes des parents vers les enfants, mais en plus, il va récupérer plein de gènes étrangers et qu'il va intégrer à son génome. D'accord ? Alors, comment il fait ça ? En fait, le tardigrade, il va avoir la capacité d'acquérir les gènes de ses voisins et les conserver s'il s'avère avantageux pour la survie de son espèce. Si jamais ce n'est pas avantageux, si ça ne l'intéresse pas, il va l'éliminer, finalement, il ne va pas le conserver. Mais par contre, si c'est avantageux pour lui, il va le garder. Donc le tardigrade, quand il va se déshydrater, par exemple, il va perdre toute son eau et il va attendre des jours meilleurs. Et puis dans l'eau qu'il y a autour, quand il va y avoir la pluie juste après, dans cette eau-là, il peut y avoir des bouts de génome, de virus, de bactéries, d'autres organismes qui sont présents dans l'eau tout autour. D'accord ? Il y a de l'ADN un petit peu partout autour de nous, ce qu'on appelle l'ADN environnemental. Du coup, quand le tardigrade va se réhydrater, finalement, il va réparer son ADN et tout son système. Et donc, en fait, ces petits bouts d'ADN environnementaux vont pouvoir s'intégrer à son génome en plus. Donc, il va conserver sa séquence d'ADN, mais il va y intégrer en plus des gènes étrangers. Et c'est comme ça qu'il va se retrouver avec des gènes de champignons, de levures, de moisissures, de bactéries, de virus, des choses qui, du coup, vont lui permettre d'être encore plus résistant. Il faut se dire que tout ça, moi je vous en parle comme si c'était arrivé hier. En fait, pas du tout, ça fait 550 millions d'années. Voilà. Donc en fait, il a vraiment énormément de patrimoine génétique qui ne lui appartiennent pas vraiment, qu'il a piqué aux copains, aux cousins, aux voisins, un petit peu partout, au fil du temps. Et si c'est quelque chose qui était intéressant pour lui, il a conservé de toute façon. Donc c'est pour ça qu'on en arrive au séquençage du tardigrade. Donc ça, c'est le séquençage en fait de l'espèce Ramosiotus dont je vous ai parlé, celle qui est la plus résistante. Et quand les chercheurs ont séquencé, ils se sont retrouvés avec cette chose intéressante. Donc quand on regarde l'ensemble du génome de tardigrade, il y a environ 50% de métazoaires. Donc c'est d'autres organismes créés, du gène en fait, et ça c'est pas intéressant pour nous finalement. Ensuite, il va y avoir tout ce qui est génome étranger. Donc le génome étranger, c'est ce que je vous dis qu'il a récupéré des copains. Donc ça peut être du champignon, des bactéries, des plantes, d'autres eucaryotes. Il va récupérer tout ça. Mais par contre, ce qu'il a en plus, et ce à quoi on ne s'attendait pas, c'est 41,1% de gènes qui ne présentent pas de similarité. Et ça, pour le coup, c'est ce qu'on appelle les gènes uniques de tardigrade. Donc est-ce que vous avez une idée de ce que ça pourrait être que ces gènes ? Des gènes que lui seul aurait. Pourquoi il pourrait avoir ça, alors qu'aucune autre bactérie, aucun autre virus, rien d'autre ne l'a en fait dans son génome. Ça provient d'espèces éteintes ? C'est ça. Donc en fait, vraiment, le tardigrade, on peut regarder, c'est une empreinte de ce qu'il y avait auparavant. En fait, au cours des 550 millions d'années, des 5 extinctions massives d'espèces, toutes ces espèces, en fait, elles ont disparu. Elles ne sont plus là. Donc forcément, quand on compare les séquences, ce qu'on appelle un blast, en fait, il n'y a pas eu ça peut accrocher avec rien du tout, vu qu'on n'a jamais séquencé toutes ces choses-là qui ont disparu. On ne les a jamais eues en termes de matière. Donc on a uniquement ce qu'on a pu retrouver. Donc à travers toutes les études, mais il y a plein d'espèces qui se sont éteintes et dont on n'a aucune trace. Et donc du coup, toutes ces espèces-là dont on n'a pas de trace, elles sont présentes dans le génome du tardigrade. Donc ces 40% d'homologie, en fait, c'est des choses qui nous intéressent beaucoup. Ces gènes uniques de tardigrade sans homologie, c'est là où on se dit leur hyperpuissance, leur hyperrésistance, vu qu'ils sont tout seuls et que ce sont vraiment les extrémophiles de référence, ça doit venir là. Donc en fait, des chercheurs ont commencé à regarder et on a commencé à s'intéresser à un certain nombre de gènes. Donc là, c'est simplement, du coup, quelques exemples. Donc en 2015, il y a eu un brevet sur le gène des SUP, enfin la protéine des SUP dont je vous ai parlé, qui protège l'ADN des rayonnements ionisants et des radicaux libres, et ça fait l'objet d'un brevet qui a été déposé par l'Université de Tokyo. En 2017, pareil, une protéine, les TDP,
qui permettent de conserver par lyophilisation des facteurs de coagulation sanguin humains. Ça fait l'objet d'un brevet, l'Université de Chapel Hill en Caroline du Nord, aux États-Unis. Et puis là, en 2024, 2 gènes, Tridouane, Dodawane. Le Tridouane permet l'activation de systèmes de réparation de cassure ADN, et Dodawane qui permet la synthèse par une cellule de bêta-laïne, un antioxydant qui protège des rayonnements ionisants. Ces 2 protéines, du coup, ont fait l'objet de 2 brevets, agence militaire chinoise. D'accord ? Donc systématiquement, on s'intéresse à une protéine un peu spécifique du tardigrade et on obtient un brevet avec quelque chose d'intéressant pour l'instant. Comme je vous l'ai dit, on n'est pas très nombreux, donc on ne travaille pas sur beaucoup de protéines. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que l'ensemble du génome des tardigrades, 19 000 gènes. 40% de 19 000 gènes, ça fait plus de 8 000 gènes intéressants. Donc 8 000 gènes sur lesquels il va falloir travailler pour arriver à comprendre un petit peu à quoi ils servent, quelles protéines ils donnent, et voir si la protéine peut être intéressante ou pas. Pour l'instant, on s'intéresse à 4, on a 4 brevets. Donc il me reste 5 996 gènes à découvrir. Je pense que voilà, j'ai du boulot jusqu'à ma retraite et bien au-delà, et on peut être beaucoup plus nombreux dans le monde à travailler sur le tardigrade. Donc voilà, ça nous laisse vraiment de belles recherches en perspective. Donc nous, dans notre laboratoire, je vous ai déjà parlé un petit peu des différentes études que j'ai pu faire, hein, la mise en place de cette coque. Donc ça, c'est de la microscopie à transmission, des développements d'outils, parce que c'est vrai que comme c'est un nouvel organisme, on ne sait pas forcément comment le manipuler, comment le travailler. Je vous ai parlé de mon DSUP que je vais intégrer à mon nématode pour voir un petit peu ce que ça peut donner. Mais du coup, quel est mon objectif un petit peu dans tout ça ? En fait, le tardigrade, au départ, on l'a choisi en se disant c'est un extrémophile, il est super, mais sans vraiment savoir notre finalité, ce qu'on voulait faire, et puis des applications possibles. Au départ, en 2013, il n'était pas aussi connu, ce n'était pas aussi travaillé, on avait beaucoup moins de papier qu'actuellement. Mais maintenant, avec du recul, on se dit il est résistant à tout ce qui est rayonnement, y compris le rayonnement solaire. Il est résistant à tout ce qui est cosmique. On l'a vu avec la mission Photo M3. On a essayé d'y réfléchir par rapport à la sonde Bereshit qui s'est écrasée sur la Lune. On se dit, c'est possible. Et il résiste à tout ce qui est rayonnement. Donc du coup, on imagine évidemment toutes les applications pour les voyages longue distance. Donc il faut savoir que pour tout ce qui est voyage longue distance actuellement, le point clé, le gros problème, c'est pas tant le fait de voyager loin, c'est plutôt le fait d'être exposé aux différents rayonnements. En fait, les spationautes, ils ne pourraient pas résister à des voyages beaucoup plus longs, tout simplement parce qu'ils vont prendre trop de rayons et du coup, ils auront des problèmes après, des pathologies qui vont se développer. Et c'est pour ça, surtout, que les voyages longue distance, pour l'instant, sont relativement limités. On imagine, si on arrive à comprendre comment le tardigrade résiste à la fois au rayonnement, quel qu'il soit, au vide spatial, à ce genre de choses, forcément, on peut imaginer beaucoup d'applications pour tout ce qui est voyage longue distance. Alors, ça peut être... après, voilà, on peut faire dire tout et n'importe quoi, et en fonction des groupes, des labos, chacun part sur des grandes théories, mais on peut imaginer d'arriver à comprendre comment fonctionnent certaines protéines, et du coup, faire des comprimés qui permettraient aux spationautes de résister plus longtemps. Aux différents rayonnements. On peut imaginer, même certaines personnes travaillent sur plutôt de la structure. Cette protéine CAHS qui permet de faire des maillages, éventuellement ça pourrait faire de nouveaux matériaux. Et à ce moment-là, on équiperait les engins plutôt que les personnes à l'intérieur. Ils seraient beaucoup mieux protégés, il n'y aurait pas tous ces rayonnements-là. Enfin, voilà, on peut imaginer vraiment beaucoup de choses en essayant de comprendre comment résiste le tardigrade pour de la mise en place pour tout ce qui est voyage longue distance en fait, voyage spatiaux, longue durée, longue distance. Et puis un autre aspect qui est beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus concret, on va dire, toujours pareil, hein, il résiste à beaucoup de médicaments, il résiste aux différents rayonnements, il résiste à tout ce qui est solaire, tout ce qui est radiothérapie, protonthérapie. Actuellement, l'un des gros problèmes de tout ce qui est radiothérapie, c'est que quand on irradie la zone de la tumeur, en fait forcément on ne peut pas cibler suffisamment et toute la zone autour du coup va être irradiée. Donc c'est là où après il peut y avoir des métastases, il peut y avoir des gros problèmes déjà à court terme avec toutes les brûlures autour, mais à plus long terme avec des cancers qui se développent après dans les zones adjacentes. Donc si on arrive à comprendre comment le tardigrade résiste, on peut imaginer des traitements des zones tout autour qui permettraient de cibler de façon beaucoup plus précise les tumeurs et qui pourraient améliorer les traitements par radiothérapie.
De la même façon, on essaie de développer actuellement des projets sur tout ce qui est protonthérapie. La protonthérapie, elle est utilisée lorsque la radiothérapie n'est pas possible. Donc ça peut être pour des cancers pour les enfants lorsque c'est inopérable. Ça peut être dans des zones très compliquées comme à l'arrière des yeux ou des choses comme ça. Et à ce moment-là, on n'utilise plus la radiothérapie conventionnelle, mais plutôt la protonthérapie. Le souci, c'est que pour l'instant, elle n'a jamais été réellement bien testée. Donc, arriver à comprendre un petit peu comment ça fonctionne en utilisant cette fois-ci le tardigrade et aussi le nématode sélégrans, les différentes combinaisons qu'on peut faire, ça nous permettrait de tester un petit peu tout ça. Donc, les applications qu'on vise, et donc maintenant qu'on arrive à voir à moins long terme qu'auparavant, c'est vraiment arriver à comprendre le tardigrade pour tout ce qui est voyage spatial, mais aussi tout ce qui est médicaments et radiothérapie en particulier. Voilà, merci beaucoup et puis je suis à votre disposition pour les questions. Merci. Oui. Ah, d'accord. J'enlève l'arsène. Oui. La conférence montre bien l'intérêt de conserver la biodiversité. Ah, tout à fait. Ah oui, oui, oui. On perd beaucoup de... Bien sûr. Ben, si le tardigrade disparaissait, on n'imagine pas tout ce que ça pourrait, ce à quoi on pourrait passer à côté de vraiment beaucoup de choses. Là, il faut se dire que, pour moi, le tardigrade, c'est vraiment un organisme exceptionnel. Hein. Comme je vous disais, 8000 gènes uniques de tardigrade, ça laisse quand même 8000 possibilités hyper intéressantes. On s'amuse comme ça en piquant au hasard. On travaille sur 4. C'est pas 4 parmi 200. Hein. En fait, c'est vraiment 4 parce qu'on en a choisi 4 et systématiquement, on a un effet positif, on a un brevet, on a des choses intéressantes derrière. Donc oui, le potentiel du tardigrade, il est vraiment énorme. C'est vertigineux. Oui, complètement. Et c'est vrai que du coup, on aimerait justement que ça se développe plus, qu'il y ait plus de conscience en fait pour que justement plus de labos veuillent se développer là-dessus. Pour vous donner une idée, quand j'ai commencé donc, ma thèse en 2013, c'est la première thèse sur tardigrade et c'est le premier laboratoire du coup en France à avoir du tardigrade. Donc on était tout seul. Là actuellement, il y a le Muséum d'histoire naturelle à Paris et Montpellier. Donc ça fait quand même que 2 localisations géographiques en France où il y a du tardigrade. Ça représente 5-6 personnes, c'est pas grand-chose en fait. Donc s'il y a plus d'équipes, autant dans certains domaines où il y a beaucoup de monde et de concurrence, on dit ah non, il ne faut surtout pas que le copain fasse ça. Nous, c'est vrai qu'on est très ouverts pour que ça se développe et qu'il y ait de plus en plus de monde. Parce qu'il y a tellement un potentiel énorme qu'il faut qu'on soit nombreux pour arriver à développer tout ça. Oui. La résistance du tardigrade, c'est surtout en déshydratation. Oui. C'est un axe de recherche pour d'autres applications. En fait, du coup, on s'en sert plutôt comme... il y a des labos qui travaillent sur les résistances des tardigrades hydratés. C'est juste que comme c'est beaucoup moins extrême, finalement, ça nous semble moins intéressant et on essaie de taper dans le plus extrême en priorité, on va dire. Mais les tardigrades hydratés sont quand même résistants aussi à certaines choses. Donc ça peut être intéressant de la même façon. Pour l'instant, vraiment, on les traite de façon séparée et souvent, on les compare. Comme j'ai fait un petit peu dans mon étude, en fait, pour arriver à comprendre pourquoi ils sont plus résistants déshydratés, finalement, on compare l'hydraté et le déshydraté. Donc, souvent, les études sont faites un petit peu en parallèle comme ça. Oui. Est-ce que le tardigrade, depuis 500 millions d'années, en fait, il s'adapte un petit peu partout. Donc, vous, à chaque fois que vous faites des tests sur lui, est-ce que vous avez remarqué, ou pas, est-ce que ça peut se remarquer qu'il se renforce par rapport au test que vous lui faites faire? Est-ce qu'il s'adapte et il devient un peu plus fort ou est-ce que, je sais pas. En fait, les tests sont faits sur les tardigrades d'aujourd'hui. Donc rien ne sera fait sur les tardigrades auparavant en fait. Donc on n'a que notre T0, c'est maintenant. Je pense qu'à court terme, vu qu'ils sont là depuis 500 millions d'années, et les différences entre un laboratoire qui a fait une étude il y a 10 ans ou maintenant, c'est tellement rien qu'on ne compare pas forcément. Nous, les deux tardigrades sur lesquels on travaille, c'est des souches qui sont standardisées. Donc on essaie quand même, pour ne pas se disperser, de ne pas travailler sur une espèce d'Ipsibus dans un labo, une autre dans une autre, et pas pouvoir comparer. Les 2 espèces que j'ai dans mon laboratoire, ce sont 2 espèces qui ont été séquencées, et dont le génome est du coup connu, plus solide, c'est pour ça qu'on les a choisis aussi. Pour l'instant, il n'y a que 6 ou 7 espèces de tardigrades qui sont séquencées sur les 1500. Donc du coup, on a choisi ces 2-là déjà pour qu'il y ait un référentiel, pour qu'il y ait de plus en plus d'outils qui soient développés. Et l'espèce Ipsibus, en fait, c'est une souche standardisée qu'on commande en Angleterre. Et donc du coup, tous les labos dans le monde
qui travaillent sur Ipsibus, en tout cas à grande échelle, du coup, utilisent la même souche que nous. Donc on peut vraiment comparer nos résultats. Rhamazotus, c'est nos collègues japonais qui nous les ont donnés. C'est Takekazu Kuneda au Japon. Et donc du coup, pareil, on est 2 ou 3 labos dans le monde à travailler. On travaille sur la même souche aussi. Donc on essaie vraiment de standardiser les choses. Et donc du coup, on va travailler sur les tardigrades d'aujourd'hui. Par contre, il y a de grandes disparités. Du coup, en termes de résistance, en termes de morphologie, enfin, les 1500 espèces, elles sont complètement différentes. Et du coup, peut-être que certaines sont plus résistantes ou pas, en fonction justement de la géographie, de ce à quoi elles ont eu besoin de résister finalement. Il y a eu une adaptation dans le temps, c'est certain. Donc on le voit bien avec Bubulbus et ses petits coussinets. Par rapport à l'adaptation, si on partait du principe justement des carottages au niveau glaciaire, Oui. est-ce que là, ça ne permettrait pas de retrouver des tardigrades d'une souche beaucoup plus primaire? Oui, 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 tout à fait. Parce qu'eux-mêmes, ils doivent continuer à évoluer, mais vu que c'est dans un cercle clos, leur morphologie ne doit pas beaucoup changer. Et puis si vraiment ils sont déshydratés très en profondeur, ils n'ont pas dû évoluer beaucoup parce que de toute façon ils sont dans l'état déshydraté. Oui, tout ça, ça suppose d'aller justement faire des carottages aux bonnes profondeurs, aux bons endroits et récupérer, d'avoir des spécialistes qui vont pouvoir dater. Tous ces carottages, ils n'existent pas déjà? En fait, alors je ne suis pas spécialiste pour savoir si on peut y avoir accès, mais pour ça, ça voudrait dire arriver à les récupérer et que les taxonomistes redonnent les noms et les réidentifient et qu'ensuite voilà, on les réhydrate et qu'on puisse les remultiplier, ce genre de choses. Donc ça veut dire des bras finalement. Mais oui, ça serait possible. Oui. Sur les 2 espèces que vous expérimentez à Montpellier, quel est leur taux de reproduction en conditions normales? Et à partir de quel âge elles se reproduisent? Alors, ils se reproduisent assez rapidement et ensuite ils font une ponte tous les 10 jours. Et le nombre d'œufs par ponte peut être variable. Alors, s'ils sont vraiment dans les conditions optimales, super chouchoutés, bonne température, je donne à manger bien quand ils ont faim au bon moment, pas trop, voilà, je peux voir jusqu'à 12 œufs par ponte. Et donc, à ce moment-là, ça veut dire 12 descendants tous les 10 jours, toute leur durée de vie. Si par contre, ils sont un peu faiblards, que je leur donne des algues pas au top, parce que voilà, on a besoin d'avoir les cultures de tardigrades en parallèle, à ce moment-là, s'ils sont moins bien, ça peut être des pontes avec 2-3 œufs. Voire des œufs uniques parfois. Donc ça peut être assez variable. Donc dans la nature, je pense que c'est vraiment dépendant des conditions. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui leur permet de survivre aussi, c'est qu'ils ne vont pas se multiplier. Ça leur consomme de l'énergie énormément, hein, donc ils ne vont pas se multiplier si les conditions ne sont pas optimales. Donc si les conditions sont un petit peu moyennes, finalement ils se reproduisent moyennement juste pour la survie de l'espèce. Et si par contre les conditions sont optimales, là ils peuvent vraiment se multiplier énormément. Oui. Des gènes de la protéine D-sub, par exemple, ou autres, à des nématodes, sur l'impact que ça pourrait avoir sur la population de nématodes et leur capacité de résistance, sachant que bon, c'est quand même des êtres vivants qui sont problématiques en agriculture, et le transfert aux végétaux de la même façon. Alors, c'est des choses qui ont été faites au laboratoire, dans des conditions contrôlées, et les individus, après, sont détruits de toute façon. Donc, il n'y a pas de fuite. Enfin, on ne va pas essayer des choses sur le terrain, on va dire, de toute façon. Donc, c'est que des choses qui sont conduites en laboratoire. Donc, quand un gène est exprimé dans notre organisme, ça va être ponctuellement pour une expérience, et puis après, du coup, de toute façon, tout est détruit. Là, le but dans le nématode, c'est justement de voir en quoi sa capacité de résistance est modifiée. Le nématode à la base n'est pas spécialement résistant au rayonnement UV par exemple, si du coup il le devenait, ça pourrait être intéressant. Si ça pouvait avoir un impact sur sa résistance aux rayons X, ce genre de choses, ça pourrait donner une information. Après, c'est unique, c'est pas quelque chose qui... donc on travaille sur C. elegans, qui est vraiment un organisme cadré et qui est un organisme de laboratoire. Ça ne va pas être nématode, phytoparasite, zooparasite, ça va pas être des nématodes qui sont dans la nature. Le C. elegans, c'est vraiment un outil de paillasse qui est utilisé depuis très très longtemps, qui a été développé par Sidney Brenner. Et donc du coup, c'est vraiment arriver à comprendre comment ça fonctionne, quels sont les mécanismes de... Voilà. Mais en aucun cas, ça sera pour le faire sortir, on va dire. On n'aurait pas le droit de toute façon. Heureusement. Oui. Dans la reproduction, est-ce qu'il y a une variation génétique ou c'est un clone? Alors, la plupart des tardigrades sont parthénogénétiques, donc ce sont des clones. Mais il peut y avoir de la reproduction sexuée dans certaines espèces.
Mais s'il y a transfert de gènes horizontal, Oui. il y a variation génétique en même temps. Oui, si il est déshydraté. En fait, le transfert horizontal de gènes, en plus du transfert vertical, de base, il y a un transfert vertical. Oui. Le transfert horizontal, il n'est pas fait lorsqu'on crée une descendance. Il est fait quand le tardigrade se déshydrate et se réhydrate. Oui. Donc, c'est complètement indépendant, en fait. Donc, les parents vont donner les gènes des enfants et c'est du clonage. Là, pour le coup, ça va être 100% identique. Et par contre, le transfert horizontal, ça va être je déshydrate mon tardigrade et il se réhydrate dans un endroit où il y a un champignon particulier avec des gènes environnementaux de ce champignon. Ben, ces gènes vont s'intégrer au patrimoine génétique du tardigrade. Mais ça ne va pas être dans le cadre d'une reproduction. Ça va être je déshydrate, je réhydrate. Et ça, justement, on aimerait bien le tester. Mais ça n'a pas été fait. D'arriver à je déshydrate, je m'amuse à mettre quelque chose de fluorescent par exemple et je regarde si quand je réhydrate, il est intégré ou pas. Voilà, donc tout ça, c'est des choses qui se mettent en place. Le rotifère, par exemple, qui aussi fait partie de la méiofaune, aussi résiste à la déshydratation uniquement, lui, bah, du coup, il a un taux de transfert horizontal de gènes qui est très important aussi. Ça a été prouvé lors du séquençage de son génome. Donc en fait, on suppose que ce sont vraiment les organismes qui résistent à la déshydratation. Parce que c'est vraiment cette déshydratation, je casse mon ADN parce que forcément il y a des cassures ADN, mais par contre, comme il a toute la machinerie pour réparer et tout remettre lorsqu'il se réhydrate, et il repart tranquillement, bah c'est là où il peut intégrer d'autres choses en plus. Parce qu'entre le moment où il est cassé et le moment où il a réparé, bah, il peut rentrer plein de choses. Ce que je ne comprends pas, c'est que s'il absorbe des gènes d'autres organismes, il n'est pas plus muté que ça. S'il a 500 millions d'années, on en retrouve dans de l'ambre qui est physiquement relativement identique, avec les lois de Darwin, il aurait dû évoluer beaucoup plus que ça, depuis 500 millions d'années. Après, on pense que, parce que l'ambre, c'est pas 500 millions d'années. On l'a vu, hein, au niveau des datations, c'est les bouts d'ambre qui ont été récupérés, c'est plus près. On pense que ceux, il y a 500 millions d'années, étaient beaucoup plus gros. Et on pense qu'il y a eu une miniaturisation. Donc, qu'il y avait tout, d'après toutes les théories qu'il peut y avoir, après, on n'y était pas, mais en tout cas, tout ce qui est connu actuellement. Le ver velours. Pardon ? L'origine du tardigrade viendrait du ver velours. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, qui a été recoupé. Donc, il aurait été beaucoup plus gros et il se serait recopié. Parce que de toute façon, le principe de miniaturisation correspond à tout ce qui est résistance de toute façon. Parce qu'un organisme beaucoup plus petit va avoir tendance à être plus résistant. Donc c'est assez logique et ça va là-dessus. Il y a quand même une grosse différence entre le ver velours qui arrive à 12 cm. Oui, et le tardigrade. Ouais. Donc ça a été fait au fil du temps en fait. Voilà. Parce que les morceaux d'ambre qui ont été retrouvés, on est loin des 500 millions quand même. Ils sont beaucoup plus récents. Et donc c'est vrai qu'on raisonne à une échelle, 500 millions c'est tellement énorme finalement que voilà, il a pu y avoir des gaps importants à certains moments. Et puis souvent il y a des cycles aussi, avec une miniaturisation très importante. Enfin, c'est pas forcément linéaire en fait au sein des espèces. Donc il peut y avoir un petit peu des à-coups comme ça. Donc on ne sait pas exactement, mais une question. Oui, pardon. Est-ce qu'on a étudié, est-ce qu'ils communiquent un peu entre eux, ou ils arrivent à coller les fourmis et les hormones, Ouais. les phéromones? Alors, ça n'a pas été étudié encore, mais on pense que oui. On pense que oui parce que justement, tous ceux qui sont sexuels, ils arrivent à se retrouver, ce genre de choses. Alors, pour tout ce qui est... on pense souvent à tout ce qui est oreille, tout ce qui est les yeux. Bon, les yeux, je vous ai dit à un moment que Ipsibus avait des yeux. En fait, ce ne sont pas réellement des yeux. Hein. Il a 2 petits trous, mais ce sont des opsines, ce sont des pigments, mais il n'a pas réellement des yeux et donc il ne voit pas réellement. Mais il ressent la lumière. Et d'ailleurs, on le voit bien parce que sous le microscope, en fait, ils n'aiment pas trop la lumière. Et donc, si on les expose directement à la lumière, ils vont avoir tendance à partir. Et donc, ils ont ces pigments, les opsines. Mais par contre, ils n'ont pas réellement des yeux. Les Rhamazotus n'ont pas les 2 petits trous comme Ipsibus, mais par contre, ils ont des opsines aussi. Donc, en fait, tout ce qui est vu, ils n'ont pas réellement la vue, mais ils ont la sensation de lumière. Tout ce qui est odorat, on est en train d'essayer de faire des tests là-dessus. Ça n'a pas été fait jusqu'à présent, mais on se dit que s'ils arrivent à trouver leur nourriture,
et à se déplacer pour aller manger, c'est forcément qu'il y a ça. Et donc, entre eux, pareil, le côté social, on ne sait pas encore exactement, mais comme je vous disais, il y a quand même la parade de reproduction pour ceux qui sont espèces qui se reproduisent. Donc, on pense quand même qu'il y a des choses là-dessus. Donc, c'est vrai que tout ça, c'est à découvrir, en fait. En tout cas, à creuser un peu plus. Donc, pour tout ce qui est vision, ils n'ont pas d'œil, mais ils ont les opsines. Et pour tout ce qui est, par contre, olfactif, c'est à découvrir. Mais il y a forcément quelque chose, sinon ils ne pourraient pas atteindre leur nourriture. Et puis, arriver à se déplacer de cette façon-là, forcément, on pense. Est-ce qu'il y a un dimorphisme sexuel entre mâles et femelles? Alors, je ne veux pas vous dire de bêtises, parce que je n'ai pas travaillé sur toutes les espèces. En tout cas, mes 2 espèces étant parthénogénétiques, il n'y a pas de... voilà, évidemment, non. Mais pour les autres, j'imagine que oui, de toute façon, à minima. Parce que quand il y a une multiplication sexuée, oui. Ça donne des mâles et femelles. Oui. Et sur une fécondation parthénogénique, ils sont tous parthénogénétiques, en fait. D'accord, mais ce ne sont que des mâles. Ils se multiplient, voilà, comme ça, du coup. Enfin, que des mâles, il y a des ovocytes. Donc, on pourrait dire que des femelles. Oui. Comme chez les abeilles. Oui, comme chez les abeilles. Mais c'est vrai que nous, on parle d'individus tardigrades, en fait, vu que c'est parthénogénétique. Donc, est-ce que vous les séparez entre mâles et femelles? Du coup, moi, j'ai que des parthénogénétiques, donc je ne les sépare pas. Je n'ai pas ce problème-là. Après, les millésiums qui sont très étudiés aussi sont parthénogénétiques. Donc, en termes d'espèces vraiment utilisées en laboratoire pour des grosses études, il y a quand même beaucoup de parthénogénétiques pour l'instant. Voilà, c'est peut-être plus facile. Et en fait, c'est un gros avantage pour nous, c'est que justement, comme c'est du clonal, il n'y a pas de dérive, de multiplication sexuée. Enfin, voilà, on travaille toujours sur les mêmes individus. Donc, c'est quand même très pratique. Et ça nous permet d'avoir quand même un certain historique. Il faut se dire que nos expériences, il y en a certaines que nous avons débutées il y a des années et qu'on essaie de continuer au fur et à mesure. Pour arriver à des 30 ans, ça veut dire que les gens les ont gardés dans le laboratoire pendant 30 ans. Et s'ils veulent arriver à le reproduire, il faut que là, s'ils redémarrent et qu'ils retestent dans 30 ans, ils aient exactement la même chose en fait au final. Donc on veut vraiment le maximum de clonage et d'identité. C'est pour ça qu'on travaille sur des souches standardisées et de façon clonale. Par exemple, nos tardigrades les plus anciens qu'on peut avoir nous au laboratoire, c'est les tardigrades Covid. Voilà, quand on nous a dit il faut fermer les labos, vous sortez des laboratoires et on ne sait pas quand vous allez y rentrer au moment du Covid, hein, quand il y a eu la pandémie, on a appris le jeudi que le vendredi le labo était fermé et on ne savait vraiment pas pour combien de temps. Et donc dans ce cas-là, il a fallu un petit peu en urgence gérer nos organismes. Le nématode Caenorhabditis elegans, lui, il se met dans un stade qu'on appelle le stade d'Auer et pendant 4 mois, il peut nous attendre. Donc du coup, on l'a laissé comme ça et on a attendu, il nous a attendu 4 mois, ça tombait bien, ça collait à peu près avec le temps où on a été coincé à la maison, donc pas de souci. Le tardigrade, lui, on s'est dit comment on fait, parce que justement il vit 4 mois, donc on ne savait pas exactement quel âge ils avaient, ceux qu'on avait dans nos boîtes. Quand on allait revenir, c'était un petit peu compliqué, donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris les tardigrades, on les a déshydratés sur papier buvard, complètement à l'arrache, je dirais vraiment au dernier moment, sans préparation, rien du tout. On en prend, on déshydrate et puis on espère, on croise les doigts et on attend. Et on s'amuse comme ça à les réhydrater au fur et à mesure. Et donc maintenant, ça fait quelques années et ils continuent à se réhydrater complètement normalement, quoi. Donc on va essayer d'en garder finalement le plus longtemps possible pour pouvoir les réhydrater le plus longtemps possible aussi. Après, ça se fait à l'échelle d'un labo. Déjà, le 30 ans, ça veut dire que quelqu'un, il y a 30 ans, a pensé à déshydrater du tardigrade pour le réhydrater 30 ans plus tard. Voilà, c'était un visionnaire finalement. Et donc là, maintenant, il va falloir arriver, pareil, à garder un historique un peu plus long. Oui. Alors, d'un point de vue anatomique, vous parliez tout à l'heure d'un système nerveux sans cerveau. Mmh. C'est ça, donc c'est un système périphérique. Oui, alors voilà, on n'a pas tous les détails, ça n'a pas vraiment été étudié, mais en fait, dans certaines images, d'ailleurs, je crois que c'est la première de la diapo, on voit bien les traits en fait, et donc ce sont vraiment les fibres nerveuses en fait qui fait la conduction, et elles sont principalement au niveau des pattes. D'accord. Et ensuite, vous avez parlé du système lymphatique. Oui. Il y a une pompe, il y a quelque chose, En fait, c'est une diffusion. D'accord. Il n'y a rien qui a pas Non. de pompe avec un cœur. Non. Qui alimenterait, qui permettrait de circuler. Oui. Non, là, non, c'est vraiment une diffusion à l'intérieur. Donc, on le voit quand on met des colorants, par exemple, fluorescents. Le colorant, en général, va rentrer par la bouche. Et puis ensuite, il va diffuser un petit peu partout dans le corps.
en fonction du type de colorant qu'on met évidemment. Mais si c'est quelque chose qui n'est pas ciblé, on va voir que ça diffuse un peu partout, et donc par là où ça rentre, et après, ça envahit un petit peu partout. Donc c'est vraiment une diffusion. Et pour l'oxygène, c'est la même chose en fait, ça va diffuser un petit peu partout. Pas de système pulmonaire Non. toujours dans cette absorption en fait. C'est ça. Là, par contre, ils ont l'estomac. Ça oui, parce qu'on voit vraiment le trajet donc avec tout son système, avec la petite pompe, et puis ensuite tout le tube digestif, voilà, jusqu'à la sortie. Donc ça, par contre, c'est quand même assez similaire. Et ça nous permet justement de voir si les algues sont de bonne qualité, s'ils se nourrissent convenablement, enfin ce genre de choses. Et le fait qu'ils soient transparents, alors pour la plupart des espèces, certaines sont un peu plus opaques, vous l'avez vu, hein, même au sein d'une même espèce, il y en a des vraiment complètement transparents, d'autres un peu plus foncés. C'est lié voilà, par rapport à l'âge, au plus ça évolue. Et puis c'est lié à l'espèce aussi. Rhamazotus, c'est un peu marron. Ipsibus est complètement transparente. C'est pour ça que dans la représentation, même si c'est sous format dessin, on en a un transparent d'un côté et un peu plus opaque de l'autre côté, en fait. Mais voilà, du coup, il y a quand même des différences. Mais même ceux qui sont un peu plus opaques, on arrive à voir l'intérieur. Et ça, c'est vraiment un gros point positif, qui est un gros point positif de Sélégance aussi. C'est le côté transparent, parce qu'on arrive à voir vraiment en direct ce qui peut se passer. On n'a pas besoin de disséquer, voilà, c'est beaucoup plus simple. Sous le microscope, en fait, en culture, au quotidien, on les regarde parce qu'on les met sous le microscope et on arrive à les voir très facilement. Et en plus, c'est plutôt mignon. Quand on regarde cette image, on comprend bien le petit ours. Ouais. À gauche, c'est vraiment voilà. pas grave. Oui, oui. Et il a vraiment un stylet, donc là, c'est vraiment bien représenté sur cette espèce-là. On voit vraiment sa bouche, hein, finalement, sa cavité buccale. Et il va sortir son stylet, qu'il va planter à l'intérieur de l'algue, et il va aspirer la chlorophylle, en fait, tout ce qui est vert. Et donc, on le voit vraiment pomper. Mais oui. Je vais pas poser de questions, parce que je crois qu'il y en a eu assez. Merci. Avec plaisir, merci beaucoup. Merci pour cette superbe soirée, superbe conférence. Merci. Merci pour vos questions aussi.